Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge du Capital, 121e numéro aujourd'hui pour revenir sur toute l'actualité de l'Euro et des Parisiens de l'Euro. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Maintenant, on revient sur la performance des joueurs parisiens pendant l'Euro. Et pour m'accompagner aujourd'hui pour discuter des débriefs de Suisse-Espagne, de Belgique-Italie et d'autres sujets mercato, évidemment, qu'on viendra en fin de mercato. Yacine Amnet, tout d'abord, pour m'accompagner. Comment ça va, Yacine? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Est-ce que tu as passé 2 bons jours de quart de finale de l'Euro? Ouais, franchement, les quarts de finale, c'était pas mal. Il y a eu des très bons matchs. Il y avait du suspense, enfin du suspense, pas dans tous. Mais si, en gros, il y avait du suspense, du jeu. Pas l'Angleterre-Ukraine, hein. Pas trop l'Angleterre-Ukraine d'hier. Hein. Ça a assez vite été résolu. Mousse, qui est également avec nous. Comment ça va, Mousse? Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Ça va. Toi aussi, tu as pu regarder les matchs. Qu'est-ce que tu as regardé précisément comme match? J'ai évidemment regardé Italie-Belgique. Pour moi, c'était le meilleur match. Après, pour les autres matchs, alors Suisse, pardon. Je suis fatigué. Espagne-Suisse, ouais, j'ai regardé un peu, mais ouais, voilà, j'ai pas trop kiffé. Et hier, Angleterre, Ukraine, j'ai pas pu voir Danemark, République Tchèque. Donc j'ai regardé un peu Espagne-Ukraine. Et non, c'était pas Angleterre-Ukraine. Je mélange tout, pardon. Je suis désolé. Angleterre-Ukraine, pardon. Et évidemment que bon, voilà, ils ont marqué assez tôt. Donc après le match, voilà, la deuxième mi-temps, c'était long, très long. Ouais. Mousse, il est sur une autre compétition. Je crois en fait, il regarde la Copa América. Non, il est déjà sur la projection de la finale. Ça n'a rien à voir. Mousse, Neymar, c'est le Brésil, c'est à 1h du matin. C'est pas sur le. Rien à voir. Et enfin, pour terminer la bande, on l'a déjà eu avec nous, il me fait le plaisir et l'honneur de revenir avec nous. Est-ce que j'ai besoin encore de le présenter? Sacha Tavolieri, je veux dire, la chaîne d'équipe, Eurosport, Unibet Belgique, le Ruiz Club avec Alexandre Ruiz sur la chaîne YouTube d'Alexandre Ruiz, évidemment spécialiste du foot belge. Merci Sacha d'être avec nous. Comment ça va? Ça va très bien, merci à vous pour l'invitation. Je suis super content de vous retrouver dans ce podcast. Et je vais évidemment bien, et on a digéré en tout cas cette défaite de la Belgique, dont on va parler à mon avis aujourd'hui. Bon, malheureusement, on est tous éliminés. Personne n'ira en finale, que ce soit nos amis belges comme toi, Sacha, ou alors les Français. Voilà, on s'est tous arrêtés en 8e ou en quart de finale, mais évidemment, on aura des très belles demi-finales à suivre. Mais on va revenir tout d'abord sur Belgique-Italie. On va commencer avec le match, Sacha. Donc, ce Belgique-Italie qui malheureusement a tourné en faveur des Italiens. 2-1 pour la sélection de Roberto Mancini, avec un but de Nicolo Barella à la 31e minute de jeu. Lorenzo Insigne qui ensuite a marqué un but, peut-être un des buts de l'Euro en éliminant Tielemans et en mettant un enroulé magnifique un peu à la Paul Pogba. Et puis Lukaku avait réduit la marque sur un penalty obtenu par Jérémy Doku. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour les Belges qui se voient éliminés dès les quarts de finale. Sacha, je vais commencer avec toi. Évidemment, grosse désillusion quand même pour la Belgique qui, avec l'élimination de certaines équipes comme la France, avait éliminé le Portugal, le tenant du titre. On se disait qu'il y avait quand même peut-être le champ ouvert pour les Belges. Malheureusement, le pragmatisme dont a fait part Roberto Martinez dans cet Euro n'a pas suffi. Pourtant, ils ont eu les situations, mais ils sont aussi tombés sur un grand Gigi Donnarumma en face dans les cages. Malheureusement, ça s'arrête là pour les Belges. Qu'est-ce que tu fais comme bilan de cette défaite à 2 jours après la défaite des Belges? Tout d'abord, je te disais que je l'avais bien digéré. Je l'ai bien digéré pour 2 raisons. La première, c'est que je suis d'origine italienne, donc je ne pouvais pas tomber meilleur comme adversaire pour mieux le digérer. J'ai toujours supporté l'Italie avant de suivre les Diables Rouges et de me prendre pour d'affection vraiment. Parce qu'on va pas se mentir, vu mon cœur, il était plus du côté de la Belgique dans ce match. On va pas non plus se mentir par rapport à ça, dans la mesure où tu te prends d'affection pour les gens que tu suis quotidiennement. Ça me semble logique. Après, c'était vraiment le meilleur adversaire pour ça. Et deuxième raison, et on va aborder évidemment l'analyse de ce match, on s'est fait balader, quoi. Honnêtement, je veux dire, s'il y a le miracle qui n'est pas du tout, je dirais, dans la lignée du match, avec ce fameux but de Lukaku, en fait, il manque un peu de réussite et il y a une action, on ne sait pas d'où ça vient, effectivement, de manière assez géniale, encore une fois, Doku qui crée une ouverture pour la passe de De Bruyne et Lukaku qui essaye de remiser, glisser ça dans le but tant bien que mal. S'il a un peu plus de réussite, on est à 2 buts partout, mais mon discours aurait été le même. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait preuve d'une fébrilité qui a résumé aussi quelque part, et je pense qu'on y viendra, les limites d'un coach et les limites d'un système. Et aujourd'hui, on se retrouve face à nos responsabilités, face à nos incohérences et face à nos faiblesses. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu te rends compte que c'est une Belgique qui n'avance pas, une Belgique qui ne progresse pas,
Et forcément, un club ou un pays qui n'avance pas, qui ne progresse pas, c'est un pays ou un club qui régresse. Et donc, on se pose des questions et forcément, il y a tout un bilan inhérent à ça qui doit être fait et qui va devoir évidemment être mis en place par la fédération et évidemment avec ou sur Martinez, ce sera une question qu'on se posera, mais globalement, j'étais très déçu de cette rencontre où, par exemple, on a clairement vu des choses, et je pense que Yacine pourra lui aussi analyser ça au niveau tactique, qui pour moi m'ont fait tellement de la peine, qu'on est une équipe qui est incapable de presser alors qu'on joue dans un système de contre-attaque, et c'est là qu'on est le plus performant. C'est tellement paradoxal. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. Il y a des choses qui sont inexplicables dans notre jeu et dans la manière dont on a procédé pour gagner, et en même temps, on est tellement prévisible. On est tellement prévisible, c'est-à-dire que tout le monde sait que la solution, elle vient du meilleur milieu de terrain, un des meilleurs milieux de terrain du monde ou un des meilleurs attaquants du monde. Et puis c'est tout. Puis on les libère. Et puis après, quand ils sont mauvais, on dit ah ouais, franchement, Lukaku, il n'est pas fait pour le haut niveau. Ah franchement, De Bruyne, je ne l'ai pas trouvé à 100%. Bah oui, c'est normal. Il a joué avec une déchirure des ligaments. Et tout le monde en Belgique disait, relayé par la presse nationale, relayé par la télévision, il est à 100%, vous inquiétez pas, il sera prêt. Il a joué avec une déchirure des ligaments au genou. Moi, à la cheville, pardon, excusez-moi. Et c'est honteux, quoi. Faire jouer un joueur qui a déjà autant souffert dans sa saison, qui est arrivé au début du tournoi avec une fracture de l'orbite, une fracture du visage, et en plus de ça, on le fait jouer titulaire alors qu'il a à la cheville. À Manchester City, ils sont en train de faire la guerre à la fédération. Hein. C'est horrible ce qu'il a fait. Et encore une fois, paradoxalement, c'est lui qui peut nous sauver sur ce fameux arrêt dont tu parlais de Donnarumma. Donc énormément d'incohérences. Beaucoup de déception, à mon avis, tu peux le sentir à ma voix. Et tout un système et toute une équipe à remodeler, c'est une évidence. Vous avez pris la déclaration d'ailleurs de Kevin De Bruyne à la fin du match, hein, qui avait donc joué avec une blessure à la cheville contractée face au Portugal, dès les huitièmes de finale. Et Kevin De Bruyne avait déclaré « Je ne peux que dire merci au staff médical qui a fait un boulot monstrueux pour me remettre sur pied. C'est incroyable d'avoir pu jouer 90 minutes avec une déchirure à mon ligament. J'ai tout fait pour être prêt, même si je n'étais pas à mon meilleur niveau. On a essayé. Je veux essayer d'avoir mon corps en ordre, car ça n'a pas été le cas lors des 2 derniers mois. Cette défaite est dure à encaisser, mais j'ai essayé de tout donner pour l'équipe. C'est vrai que ça paraît quand même, une fois le match terminé, et surtout, il n'est même pas sorti, parce qu'évidemment, ils avaient un score à rattraper, d'avoir joué dans ces conditions-là. Mousse, toi, quel bilan, quelle analyse tu fais de cette victoire de l'Italie? C'est vrai que Sacha le disait, les Belges ont eu des situations, mais malheureusement, ils ont manqué de finition à certains moments, mais évidemment que les Italiens ont été meilleurs. C'est l'équipe qui peut-être éblouit le plus par sa qualité de jeu depuis le début de l'Euro. Là, on a encore vu une grosse prestation des hommes de Roberto Mancini, et notamment ce milieu à 3, Jorginho, Barella, Marco Verratti, qui a encore brillé une nouvelle fois. Ouais, mais toujours aussi impressionnant cette équipe d'Italie depuis le début de cette Euro, et tu peux le remarquer dans toutes les lignes. Moi, j'ai vraiment encore été très surpris et agréablement surpris par un joueur, par le capitaine Chiellini, qui à son âge, tu sens que c'est le véritable patron de cette équipe, le patron de cette défense. Il n'a pas lâché Lukaku. On entendait des commentaires qui disaient il aime le combat, et c'est vrai, ça s'est senti qu'il a aimé cette bagarre avec Lukaku, et toujours le sourire. Pareil pour Spinazzola à gauche. Franchement, c'est mon gros coup de cœur. Quelle activité! Le milieu de terrain italien qui a complètement effacé le milieu belge avec Tielemans et Witzel, qui sont quand même 2 bons joueurs, et même Tielemans qui a bien rebondi en Angleterre après son passage à Monaco, mais il a été inexistant sur ce match. Donc non, ils sont assez impressionnants. Ils dégagent une force collective qui est assez incroyable, une solidarité aussi, qui en fait naturellement le favori de cet Euro. Et j'ai même envie de dire que cet Euro, ce qu'on peut remarquer, c'est que les équipes qui possèdent quelques stars sont toutes sorties. Et tu as l'impression qu'en fait, c'est pas l'Euro des petites équipes, parce que ce ne sont pas des petites équipes, mais avec des effectifs, avec un bon amalgame entre des jeunes joueurs prometteurs et des joueurs d'expérience, mais sans véritable star. Quand on voit que la France est sortie, les Pays-Bas sont sortis, la Belgique aussi, qui était très très prometteuse avec un gros effectif. Donc voilà, non, c'est une équipe très impressionnante, l'Italie. Alors après, à voir comment ça va se passer avec la blessure de Spinazzola, parce que c'était quand même un élément très important. Donc puis en plus, il rencontre l'Espagne. Et sur la Belgique, Yacine en avait déjà parlé. C'est vrai que c'est pas la Belgique qu'on aime, quoi.
moi, j'ai le souvenir d'une Belgique joueuse qui allait de l'avant, qui prenait quelques risques. Et c'est vrai que tu as l'impression que voilà, ils ont laissé le ballon, ils ont joué en contre. Mais face à une équipe comme l'Italie qui était partout sur le terrain, bah ça n'a pas fonctionné. Et puis un peu déçu aussi pour Lukaku qui était seul devant, qui attendait des ballons. Voilà, j'imagine enfin, dans sa tête, il imaginait pas jouer un Euro comme ça, seul en pointe et se battre sur quelques ballons. Et puis surtout face à un joueur comme Chiellini. Voilà, c'était un peu compliqué. Puis vous avez parlé de De Bruyne, c'est vrai que c'est malheureux pour lui. Je sais pas s'il va pouvoir reprendre assez vite avec son club ou s'il aura quelques semaines d'absence dues à la déchirure du ligament de la cheville. Hein, c'est ça, Sacha. Bah, écoute, Ouais. un bon rétablissement à lui. Et puis voilà, ouais, c'est encore une grande équipe qui sort de cet Euro. Ouais. Mais c'est vrai que tu en parlais, Mousse, au-delà aussi de la blessure de Kevin De Bruyne, il y a Leonardo Spinazzola, donc ce qu'on craignait est arrivé, hein, il était sorti sur blessure à la 79e minute sur civière, et le piston gauche italien qui souffre d'une rupture du tendon d'Achille gauche, donc voilà, son magnifique Euro, il avait fait un très très bon Euro et donc terminé, et il devrait être absent des terrains au minimum 5-6 mois, je pense, c'est ça, hein, pour une blessure comme ça. Yacine, je sais pas si tu me contrediras, mais 6 mois après, mais lui, c'est un joueur qui est souvent blessé, donc en fait, le truc, c'est que c'est entre 4 et 6 mois, mais pour un joueur qui se blesse autant, tu sais jamais comment il va revenir, comment il va récupérer, quoi, et c'est vrai que c'est dur pour lui, quoi. Bon, Yacine, c'est dommage pour Spinazzola, mais bon, l'Italie quand même s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro. On s'attendait à un choc des styles, hein, à Munich, on en avait beaucoup parlé, etc. En avant-match, évidemment, entre le jeu léché des hommes de Mancini et puis, on va dire, le côté un peu plus défensif mais percutant des Belges qui, voilà, n'ont pas évidemment eu le même jeu que pendant la Coupe du Monde 2018. C'est bien ce qui a été servi, hein, vraiment, on a vu une opposition de style entre les deux. Ça a tourné en faveur des Italiens qui ont été, Mousse et Sacha le disaient, très très bons une nouvelle fois. Ils ont vraiment assiégé, ils ont alterné les grosses phases offensives, le pressing tout-terrain, le mouvement, les appels, etc., la coordination, les circuits de passe. Je pense que Yacine, tu t'es régalé devant le match de l'Italie. Ouais, c'est clair. Et depuis le début de l'Euro, à part l'Autriche où c'était un peu moins bien, mais sinon globalement c'est l'équipe qui a le plus produit avec le Danemark, je pense. Si on enlève ce fameux premier match spécial du Danemark. Oui, il y a beaucoup de choses. Je vais commencer par la Belgique. Je pense qu'il y a deux choses essentielles. Et je l'avais dit sur Twitter. Pour moi, il y a 2018 qui est un tournant qui fait mal à la Belgique. Et je pense qu'ils se sont trompés en se disant c'est peut-être en étant d'abord plus costaud, etc. Chacun a ses principes, chacun a ses forces, chacun a ses individualités. Et à un moment donné, tu dois faire avec. Tu peux pas t'adapter sous prétexte que tu as perdu un match en demi-finale de Coupe du Monde, ok, mais tu as perdu un match contre une équipe qui a d'abord misé sur une solidité et vouloir faire pareil en te disant c'est d'abord comme ça qu'on gagne une compétition. Je pense que ça, c'est la première erreur. Et la deuxième, c'est que, ok, pour faire ça, mais il y a une différence entre chercher la verticalité et jeter le ballon. Et moi, je pense que surtout, notamment en première mi-temps, quand ils n'arrivaient pas à sortir du pressing, ils jetaient le ballon plus qu'ils construisaient une attaque rapide. Et c'est totalement différent parce que c'est-à-dire que quand tu jettes le ballon, tes deux attaquants, il va falloir qu'ils se battent pour le récupérer. C'est toujours du duel. C'est pas quelque chose de construit. Je pense qu'il y a eu plusieurs erreurs au niveau de la Belgique. C'est que déjà, cette défense, Vermeulen, on peut en parler, mais ça a été un très bon joueur et tout, en espoir. Après, il a été blessé. À Barcelone, ça n'a pas fonctionné. Il joue aujourd'hui en Chine. C'est compliqué. Tu vois bien que dans la relance... En fait, encore une fois, comme la France, les trois défenseurs doivent te permettre... Il joue au Japon, juste comme ça. Ah, au Japon, ouais, au Japon, excuse-moi. Avec Iniesta, non? Ah ouais, au Vissel Kobe, tout à fait. Ouais. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que dans la relance, tes trois défenseurs centraux, encore, on l'avait expliqué contre la France, ils doivent te permettre d'écarter, de faire jouer vite tes latéraux très haut. Sauf que ces trois-là, ils n'arrivaient pas à relancer. Donc déjà, tu ne peux pas trouver tes deux milieux devant eux. Et effectivement, après, individuellement, il y a eu des lacunes. Witzel n'a pas fait l'Euro qu'on attendait malgré tout. Voilà. Et puis après, tu as misé, comme l'a dit Sacha, sur un peu des exploits individuels. Doku, qui a eu du mal à rentrer dans le match, mais quand il a commencé à prendre le rythme, la fin de la première période et la seconde, c'est lui qui fait le plus mal en fait. Si on enlève la superbe passe de De Bruyne pour Lukaku, c'est lui qui fait le plus mal, sauf que c'est trop brouillon. Donc il fait mal, il percute, il fait un peu reculer l'Italie, mais ça peut pas être concrétisé derrière par quelque chose de cohérent. Après, on peut parler de Meunier, on peut parler... Voilà, il y a eu trop de lacunes individuelles, en plus du style global. Voilà. Côté italien, ils sont restés sur ce qu'ils ont fait. Mancini, il avait dit un truc avant l'Euro, il a dit, de toute façon, moi j'ai décidé de jouer depuis 3 ans, je ne vais pas changer, on va continuer à jouer. On s'est toujours dit, bon, on va voir quand les matchs à élimination directe vont arriver, on va voir. Bon, contre l'Autriche, ils ont essayé de jouer, hein, c'était un peu... Bon, c'était compliqué, mais ils ont essayé. Là, on a bien vu, oui, ils ont continué à jouer.
Voilà, ils ont continué à essayer de produire, à presser haut, à mettre de la vitesse dans ce qu'ils faisaient. Mousse parlait de Chiellini. Moi, une chose essentielle, et après, je ne suis pas un fan de Chiellini, mais pourquoi j'aime Chiellini? Parce que, en fait, moi, j'ai grandi dans la période où les défenseurs étaient des défenseurs et pas des numéros 10. Donc, ça me fait plaisir de voir un défenseur qui sait défendre. Voilà. Qui aime les duels, mais c'est ça. C'est à un moment donné, on a voulu faire des défenseurs qui sont des relanceurs, des mecs élégants, et vas-y, ça joue. Mais à un moment donné, un défenseur, il est d'abord là pour protéger son but. Si en plus, il est capable de relancer, c'est extraordinaire. Mais d'abord, c'est un défenseur. Et lui, c'est un défenseur. Voilà. Et puis, la dernière chose sur Verratti, pour dire un mot sur Verratti. De toute façon, après de Verratti, on va pas plus. Ouais, voilà, il y a juste, je parlerai de son match après, mais il y a une chose qui me fait rigoler sur les détracteurs de Verratti. Il y a une phrase, et je vais la tuer tout de suite. Ouais, le PSG, quand ils sont allés en finale, il n'y avait pas Verratti. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales, il n'y avait pas Verratti. Avec Verratti, ils sont sortis en huitième de finale. Alors, je vais vous expliquer pourquoi cette phrase, non seulement elle ne veut rien dire, mais tu peux en faire ce que tu veux. C'est que l'Italie, depuis 2012, ils n'ont pas atteint le dernier carré d'une grande compétition. Donc moi, je vais prendre l'inverse. Ils sont en demi-finale avec Verratti. Sans Verratti, ils ne sont jamais allés en demi-finale. Voilà. Et alors, on fait quoi avec ça? Ça ne veut rien dire du tout. En fait, tant qu'on n'aura pas compris que le football, c'est des associations, un collectif, et qu'on est là pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Ouais. Voilà. Et comme la dernière fois, je termine par une citation de Bielsa, comme d'habitude. T'en as intégré une autre pour le J'en ai plein. Donc, en fait, souvent, on regarde ce qu'un joueur fait. Mais le plus important, c'est ce qu'un joueur permet de faire aux autres. Voilà. Si vous avez envie de comprendre le football, c'est un peu mieux que le style costaud et tiens, un joueur magique qui fait les différences. D'ailleurs, l'expression de ça, Yacine, est très intéressante parce que tu vois que collectivement, l'équipe qui a posé le plus de mal depuis le début de ce tournoi, c'est pas l'équipe qui individuellement avait le meilleur joueur. L'Autriche a bâti un milieu de terrain avec un Grealish qui à un moment donné avait complètement mis sous les ténoirs Jorginho et lui avait justement empêché de faire ce qu'il a fait face à la Belgique. Et ça a été la clé, c'est-à-dire les relances à un moment donné et le manque de pression sur les premiers relanceurs, c'est-à-dire constructeurs du jeu. On l'avait déjà vu en première mi-temps face au Portugal avec Sanchez qui avait pu à peu près manger dans tous les compartiments du jeu Tielemans. Là, tu sens vraiment que Jorginho, statistiquement en plus de ça, c'est assez impressionnant parce qu'il a fait 71 passes et 70 passes réussies. Donc ça veut dire qu'on l'a vraiment laissé jouer, quoi. Mais à partir du moment où tu laisses jouer tes deux meilleurs relanceurs, c'est-à-dire Bonucci qui s'amusait à faire des transversales à gauche à droite sans que personne lui dise A ou B, et derrière aussi un Jorginho qui a pu non seulement apporter, je dirais, de la quiétude et de la sécurité au contrôle du milieu de terrain, mais qui en plus de ça a permis à Verratti de ne pas jouer dans ce qu'on craignait, c'est-à-dire ce rôle de doublon. Tu as apporté, en fait, si tu veux, non seulement le Verratti qu'on aimait, celui de la passe clé, celui qui joue plus haut, et en plus de ça, tu as permis tout simplement de rayonner sur tes côtés, parce que des Insigne, par exemple, il pouvait jouer un peu plus proche des milieux de terrain, donc ça a incité au redoublement. À droite, Chiesa, il a fait l'amour à Torgan Hazard, hein. Il lui a fait l'amour pendant tout le match, hein, c'était incroyable. Et donc forcément, tu as senti qu'on avait une équipe qui avait une identité, qui avait peut-être même avant tout une force de base, une cohérence dans le schéma, et une autre qui s'est dit, on va s'appuyer sur des acquis du passé pour essayer de reproduire des performances ou de faire mieux. Et après, derrière, nos individualités vont s'incomber du reste. Mais c'est pas ça le football. Le football, c'est une identité qu'on doit adapter, pas une identité dont tu dois te servir des jurisprudences passées pour pouvoir mieux faire maintenant. Ce n'est pas cohérent en fait. Et donc tu l'as vu dans ce match et dans ce que tu dis, c'est tout à fait intéressant. Il y a juste peut-être un truc que je dois ajouter et je pense que c'est un facteur que c'est pas pour trouver des excuses à la Belgique parce qu'encore une fois, ils ont été battus par plus fort qu'eux. Mais Axel Witsel revient quand même d'une rupture des tendons d'Achille. C'est déjà miraculeux qu'il soit dans ce tournoi. Et la performance qu'il a fait face au Portugal était excellente. Face à l'Italie, c'est quand même le meilleur milieu de terrain parce que Tielemans, il est bouffé et que derrière, notre ami De Bruyne est à 30% et il est en débloqueur de situation plus qu'en constructeur de jeu. Donc derrière, voilà, ils ont profité des trous et ils ont pu évidemment s'enorgueillir assez facilement, quoi. Mais la question des blessures et la question des déplacements aussi,
parce qu'on voit que 4 des équipes qui sont en demi-finale, en fait, ont démarré leur phase de groupe chez eux et ils ont joué les 3 premiers matchs chez eux. Donc ça, c'est déjà une info importante. Mais en dehors de ça, la blessure de Timothy Castagne pendant le tournoi, nos erreurs, évidemment, avec De Bruyne avant le tournoi avec la blessure, pendant le tournoi avec la blessure face au Portugal, Eden Hazard, tu sais jamais comment il se sent vraiment, donc tu n'as aucune certitude. Et alors, tu parlais de Vermaelen. Vermaelen, assez paradoxalement, c'est le meilleur défenseur central. C'est le meilleur défenseur central des 3. C'est vraiment celui qui t'apporte le plus de garanties. C'est grave de te dire que ton défenseur central qui t'apporte le plus de garanties, il vient du Vissel Kobe et il a 35 piges. C'est vraiment grave. Donc, il y a tout un système à travailler par rapport à ça. Sacha, juste une question. Pourquoi ils n'ont pas intégré Denayer, qui est peut-être plus jeune et qui joue à Lyon, qui a peut-être plus d'expérience Et j'ai une deuxième question pour toi. C'est quoi l'image de Thomas Meunier? Je te parle du joueur de sélection en Belgique. Voilà, moi j'avais juste ces 2 petites questions pour toi. Ouais, l'image de Thomas Meunier. Le problème, c'est qu'en Belgique, on n'a pas vraiment une identité. Ouais, Hugo. Je rigole, vas-y, Mousse. Vas-y. Non, parce que tu as un dîner après, donc on veut t'épargner de l'énergie, tu vois. Non, écoute, franchement, par rapport à ça, Mousse, je vais d'abord répondre à la question Meunier, parce que j'étais parti là-dessus. Il a une très bonne image en Belgique, parce qu'il a un petit peu le joueur qui sort, qui ressemble à ses supporters. Tu vois, c'est un mec, il a évolué dans le football amateur, il a grandi dans un football professionnel qui ne lui convenait pas, il était complètement à l'étroit, ou en tout cas dans une situation assez malaisante quand il était à Paris, parce que ça ne lui correspondait pas. C'est un gars du bois, c'est un gars de voilà. Et donc, du coup, forcément, je dirais qu'il a une grosse cote de sympathie. Après, honnêtement, on a vu aujourd'hui ses lacunes. S'il n'est pas numéro 2 ou numéro 3 dans les choix, dans les prochaines qualifications, moi, je ne comprends pas. C'est quand même très faible. En termes de relance, quand tu prends le ballon, et comme tu le disais très bien, toi, Yacine, tu dégages le ballon très, très loin devant, sans aucune espèce de cohérence, et en se disant, bon, bah, de toute façon, ça va le faire. Je veux dire, on n'est plus à Virton, quoi. On n'est plus à Virton, on joue le quart de finale de Euro, quoi. 14 ballons perdus en première mi-temps. Je crois qu'il a perdu 90% de ses ballons. C'est impossible. Il a joué 7 ballons qu'il a réussi et 14 qu'il en a raté. Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'il a raté plus de ballons qu'il n'aurait réussi en première mi-temps. Mais à un moment donné, tu peux pas demander à des joueurs pareils d'avoir un niveau de performance comme ça. C'est pour ça que je dis que Timothy Castagne, qui a lui cette expérience de l'Italie, cette expérience du placement, l'intensité de la première ligue, etc., pouvait apporter quelque chose. Après, on s'est retrouvé dans une situation où comme on n'a pas de latéraux, bah, on était obligé de faire confiance à Meunier. Et ça nous a joué des tours, ça c'est une évidence. Ta deuxième question, c'était par rapport à quoi, Mousse? Denayer. Ouais, Denayer, tu vois, avec Vermaelen, tu as l'assurance tout risque. Et avec Denayer, c'est le tout risque tout le temps. Donc, du coup, on n'avait pas forcément envie de la jouer comme ça. Bon, le match face au Danemark lui a complètement joué des tours, ça c'est une évidence. Assez paradoxalement, statistiquement, c'est le seul ballon qui perd dans le match. Donc, un ballon perdu, un but. Et derrière, en fait, ça oriente tout. Et je dirais, l'organisation défensive étant tellement catastrophique avec un Vertonghen qui est éclaté. Mais Vertonghen, je savais depuis le début du tournoi, et je le disais, hein, tu peux retrouver mes tweets, tu peux retrouver mes passages, etc., que ça allait être notre plus gros problème. Ça allait être une catastrophe, et je le sentais. Mais comme Martinez, c'est son capitaine et que c'est le joueur le plus capé, on ne peut pas toucher, on ne peut pas y aller. Mais on savait que de toute façon, l'erreur elle allait venir de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Qui fait la mauvaise passe? Qui fait la mauvaise passe qui amène le but de l'Italie? C'est lui. C'est une bêtise. On est éclaté collectivement, il n'y a aucun problème. Mais à la base, les buts qu'on reçoit, c'est des buts individuels, c'est des erreurs individuelles. C'est sûr. C'est-à-dire que Tielemans ne fait pas la faute parce qu'il a déjà un jaune. Intelligemment été cherché par Verratti d'ailleurs dans l'action précédente pour justement l'empêcher de faire ce genre de faute. Et donc derrière, il ne peut pas sur Insigne. Mais avant, Vertonghen, qu'est-ce qui lui prend de vouloir faire double crochet court, passement de jambes, long ballon? Dégage le ballon. Dégage le ballon. Fais pas de fioriture. Tu es dans une surface de réparation où tu as 4 Italiens et tu joues comme si tu étais Marco Verratti. Non, tu n'es techniquement pas capable de sortir d'une situation où tu as 4 défenseurs, 4 Italiens, les dents acérées qui sont prêts à piquer le ballon. Dégage-moi ce ballon. D'ailleurs, enfin, le trio de la charnière centrale qui allait face à l'Italie, Vermeulen, Alderweireld et Vertonghen, présentait une moyenne d'âge de presque 34 ans, on va dire.
Et c'est là qu'ils ont insisté, les Italiens, parce qu'on a vu que les flèches italiennes, ils ont passé sur les côtés. D'ailleurs, Meunier l'avait dit en déclaration, je l'ai pris sa déclaration d'après-match, où il disait le but, c'était de les bloquer sur les ailes. Mais on a pris l'eau dans tous les compartiments quand ils avaient le ballon, et on a eu du mal à construire avec le ballon. C'est notre plus mauvais match de l'Euro. Ils le savaient que les Italiens, Sacha, de ce qu'on avait vu sur les précédents matchs, que le point sur lequel il fallait appuyer, c'était les latéraux, les pistons. Notamment, tu parles de Meunier, et aussi la défense qui n'est pas la plus rapide du monde. Alors, Denayer, il a beaucoup de défauts. Mais au niveau de la vitesse, peut-être qu'il aurait pu plus contenir un Insigne ou un Chiesa. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pour ça que je posais la question. C'est pour ça que je dis ça, Mousse. Bien sûr. Non, mais tu as raison. C'est vrai qu'il aurait pu le faire. Après, encore une fois, et on va y revenir, et ça, je pense que Yacine a aussi peut-être un point de vue en tant que coach. Il y a une forme de conservatisme chez Roberto Martinez qui ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as eu des garanties et que tu as gagné des points, lui, dans sa science du groupe, dans son rapport humain aux joueurs, il a beaucoup de mal à faire des choix qui sont des choix différents. Après le match face au Portugal, on s'est dit, bon, bah, on va continuer avec eux, quoi. Ils ont tenu le 0, ils ont tenu la baraque, ça va aller. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de volonté de ne pas froisser chez Martinez. Il y a une phrase de Meunier qui disait avant le tournoi, d'ailleurs, quelque chose de très intéressant. Il dit, de toute façon, Martinez, il peut nous dire ce qu'il veut. Dans la communication, ça passera toujours bien. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment donné où il va froisser ses joueurs, où il va les mettre en difficulté dans la communication ou même dans ses choix. Donc, il se permet certaines choses qu'il ne pourrait pas se permettre avec d'autres aussi. Il y a des vrais joueurs qui ont des points en plus. Aujourd'hui, les remplacements, quand tu dois changer l'état d'un score et que tu sais que Mertens n'est pas du tout bien dans son tournoi, que Chadli a quasiment une jambe en moins, et on l'a vu, il sort après sa belle action, là il sort directement parce qu'il est blessé, tu les fais quand même jouer. C'est-à-dire que Leandro Trossard est certainement le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs offensifs de Première Ligue, en tout cas il a montré de très très belles choses sur la fin de saison, tu le fais pas jouer. Carrasco, même s'il avait été relativement décevant, dans un match comme ça, je pense qu'il peut te débloquer quelque chose. Christian Benteke et Michy Batshuayi, si c'est pour pas jouer une seule minute dans un moment où on a besoin et puisque tu ne fais que balancer des ballons, ce serait quand même bien que tu fasses jouer des joueurs qui sont capables d'être bons dans le jeu aérien, puisque tu n'as pas de solution collective et que tu dois balancer des ballons, comme le dit bien Yacine. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le parti de justement travailler sur des joueurs qui ont comme domaine d'expertise le jeu aérien? C'est incohérent. Et donc forcément, alors qu'il allait le faire entrer à la 95e minute, vraiment dans un espèce de truc, bon, on va quand même te donner une minute, c'est un manque de respect pour Christian Benteke. Christian Benteke, il est arrivé, il a regardé ses petits copains, il a joué 5 minutes face à la Finlande, et il était complètement, je sais, je peux te le dire, il était frustré. Et c'est incroyable d'avoir à un moment donné autant de joueurs de qualité sur le banc et de ne pas pouvoir faire en sorte qu'ils existent collectivement. C'est pas possible en fait. C'est-à-dire que le collectif, l'expérience de la Belgique, même si la Belgique a fait tourner 24 joueurs et Martinez il a voulu pour justement cette espèce de bonne ambiance dans le groupe, etc. Et on l'a vu en France que ces sortes de bonne ambiance, à un moment donné, ça suffit pas. Tu vois, c'est sympa de dire bonne ambiance, mais quand tu dois faire une différence, ça suffit pas. Eh bien, tu l'as vu, c'était plus du tout la même Belgique parce que tu n'as plus de solution. C'est-à-dire que Doku, ce qu'il te propose, c'est extraordinaire. Et le fait de se dire qu'aujourd'hui, une Belgique qui était en quart de finale, l'équipe la plus expérimentée du tournoi, 29,1 ans. Juste avant le tournoi, il y avait que la Suède qui était le plus expérimentée, avec 29,2. Donc, à un moment donné, tu peux aussi te poser des questions sur l'ambition et surtout la mentalité de gagnant au sein de cet effectif que n'a pas su inciter Roberto Martinez à ses joueurs. Je voulais insister sur Jérémy Doku. Je sais, hein, Sacha, quand je te lance sur la Belgique, tu parles avec passion, évidemment. Mais il lâche pas le ballon, hein, Sacha. Mais Sacha, j'ai fait 5 minutes, je suis désolé, Zamo. Il nous a fait une Neymar. En même temps, c'est normal. Hein. Si franchement, on reparlait de l'équipe de France, on nous remettrait un couteau dans la plaie et on parle avec autant de passion. Évidemment, je le taquine, Sacha, il sait. Non, et je voulais parler, parce que tu en parlais, Sacha, je voulais quand même faire revenir dessus sur la titularisation surprise de Doku, Yacine, qui, avec le forfait de Benazar avant le match, Roberto Martinez avait réservé donc cette grosse surprise dans sa composition, parce que on s'attendait plutôt à un Yannick Carrasco ou un Dries Mertens pour être aligné en attaquant gauche. Et finalement, c'est le joueur rennais de 19 ans qui a été titularisé. Il a fait quand même passer plusieurs sales moments à Giovanni Di Lorenzo, l'arrière droit italien. C'est lui qui est allé chercher le penalty d'espoir juste avant la pause en le prenant de vitesse.
Il a aussi initié l'action sur la grosse location de Lukaku à la 61e. Enfin, pour un mec de 19 ans, Yacine, qui a disputé c'est son premier Euro, c'est quand même, il a quand même fait une prestation plus que convaincante. Alors certes, il est brouillon, etc. J'ai vu beaucoup de réactions après le match en disant s'il a un gros coach qui peut lui faire passer un cap, ça deviendra un excellent joueur parce qu'on voit que le potentiel est là. Mais il s'est pas démonté quand même en quart de finale, Yacine, pour l'Italie. Il a Genesio quand même, non? Ouais, puis il a eu Julien Stéphan avant. Donc, voilà. Non, mais en fait, ce qu'il a fait. Non, mais rien. Non, mais c'est pas des C'est mauvais. Hein. Un cap, on va pas se mentir. Hein. Il va passer un cap. Hein. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que quand tu titularises comme ça un joueur pour la première fois à 19 ans, c'est tout ou rien. Parce qu'à 19 ans, soit tu t'es mis une pression énorme, soit tu as l'insouciance et en gros, c'est un cadeau, c'est un bonus, je joue moi et je m'en fous en fait. Lui, il est tombé du bon côté, même si ces 20 premières minutes, elles sont très compliquées, bon, comme tout le monde, hein, mais lui aussi. Et après, il a réussi à prendre un peu le rythme, à trouver comment gêner Di Lorenzo, notamment sur l'histoire du penalty où il passe devant, il se fait pousser, bref. Le truc, c'est que effectivement, il n'a pas passé de cap. En fait, il a fait ce qu'on attendait de lui. Et ce que disait Sacha sur Martinez, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand tu choisis de titulariser un joueur avec ce profil-là, c'est exactement, pour caricaturer, on n'a pas de principe de jeu aujourd'hui assez fort. Collectivement, on n'est pas assez fort. Donc, on va essayer d'être solide. Et on va miser sur des mecs qui sont percutants et qui vont envoyer pendant tout le match. C'est ce qui s'est passé. Le problème, c'est que, oui, il lui manque un peu d'intelligence de jeu pour finir certaines actions. Tu vois, pour schématiser ou pour faire un parallèle, on avait l'impression parfois de voir Vinicius, tu vois, le mec qui va dribbler 2-3 joueurs percussion, et puis au moment de faire le bon centre, le geste, il n'est pas parfait, le centre, il n'arrive pas. Voilà, c'est aussi les lacunes que tu as à 19 ans. C'est logique, c'est pas un joueur fini. Donc voilà. Je pense que de toute façon, il y avait un problème, c'est que quand tu mises là-dessus, il faut qu'il y ait du monde dans la surface. Pour créer du doute et pour éviter à chaque fois que lui, quand il percute, le défenseur italien vienne couper et qui puisse libérer en fait l'axe parce qu'il n'y a pas assez de monde. C'est ce qui a manqué à la Belgique. Pourquoi tu ne te retrouves pas dans des 1 contre 1 et que tu te retrouves dans des 1 contre 2 côté Doku? Parce que devant, il y a Lukaku, un peu plus excentré, un peu plus bas, tu as De Bruyne, qui est resté un peu plus haut que d'habitude, qui n'est pas venu participer au jeu parce qu'il ne pouvait pas. Voilà, mais derrière, tout le reste, les latéraux qui viennent finir. Tu vois, par exemple, l'Allemagne, même si l'Allemagne a été éliminée en 8e de finale, on a souvent vu l'Allemagne, Kimmich centré, et le deuxième poteau, c'était Gosens. Là, tu les as pas, ces joueurs-là, parce que personne ne suivait. Donc, automatiquement, tu crées pas de doute. Et donc, même s'il te fait mal, le joueur, tu as toujours des couvertures pour empêcher l'action d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que les Italiens ont été sereins. Et il y a une chose, je voulais revenir juste sur un truc que vous avez dit tout à l'heure sur la défense belge. Tu vois, par exemple, là où l'idée d'être bas, c'est une limite, c'est une différence entre être bas et bien défendre. C'est que Insigne, quand il marque son but, mais comment on peut m'expliquer que le mec il fait 25 mètres en conduite de balle sans rencontrer personne? Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que tu m'expliques que tu défends bas, que tu es un bloc compact, le mec il prend un ballon côté. Il rentre, il fait 25 mètres, il enveloppe sa frappe, il a rencontré aucun Belge. Ouais, il a que Tielemans. Voilà. Il élimine facilement en plus. Et voilà, c'est pas possible. Si justement tu t'es mis aussi bas, c'est pour éviter ça et avoir au moins 2 ou 3 joueurs qui viennent fermer l'intérieur. Sacha, il est ouf. Regardez. Non, mais en fait, Yacine, c'est incroyable parce que... Sacha, vous comprendrez, à mon avis, l'exaspération sur le jeu de Tielemans. Je me refais le match quand il parle. Je me refais le match, je te promets, je me refais le match, j'ai mal au cœur. Je te jure, il a raison. Il a raison dans tout ce qu'il dit. Moi, je suis... Ça m'a blessé parce qu'en fait, il a raison. Mais c'est fou d'avoir à un moment donné autant d'incompétence quand on a autant d'expérience. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je dis que c'est... On ne reproche pas l'attitude aux Belges. Tout le monde a dit oui, l'attitude, elle était bonne, ils se sont battus, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on ne leur a pas donné les bonnes cartes en main. On ne leur a pas dit comment il fallait faire pour battre l'Italie. C'est-à-dire qu'ils ont compris certaines choses, mais j'ai l'impression que c'est individuellement qu'ils devaient à un moment donné construire une espèce d'arborescence de ce qui devait être fait. Mais le fait d'avoir 30 mètres d'espace, qu'un joueur comme Insigne, qui est quand même pas un joueur qui à un moment donné, voilà, c'est pas le hasard de l'époque Chelsea, quoi. Je veux dire, c'est Insigne, quoi. Tu vois, on sait que c'est un très bon joueur, mais franchement, c'est un joueur qui est tout à fait arrêtable si tu as un système qui est tout à fait quadrillé et voilà.
Et le fait de se retrouver à des situations de mort subite, on était en mort subite tout le temps. C'est-à-dire que c'était vraiment la vie ou la mort. À chaque crochet d'un joueur italien, où on réussissait et qu'on parvenait, on avait un jeu fait tellement de risques, mais tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, à un moment donné, préparé la chose pour pouvoir avoir des couvertures. On a joué sans couverture tout le temps, toute voile devant, toute voile derrière, sans cohérence, sans réflexion. Mais c'est pas possible, en fait. Quand tu as une équipe comme ça, tu peux pas te permettre de jouer, de jouer sans réflexion. C'est des joueurs qui, justement, peuvent intégrer avec leur intelligence de jeu et leur expérience toutes les consignes du monde. Et toi, tu leur as dit, bah, écoutez les gars, on va y aller vaille que vaille, on va de toute façon se battre à 100%, et puis bon, voilà, au pire, ça fera un 4-4. Hein. Je veux dire, c'est pas un futsal, quoi. Tu comprends? Non, mais on reviendra après, je te reposerai une question sur l'avenir de Roberto Martinez et aussi sur la suite pour la Coupe du Monde 2022, Sacha. Évidemment, la meilleure analyse pour la Belgique, hein, vous l'aurez ici. Hein. Avec Sacha, vous aurez une analyse complète, très fournie. Donc, je t'ai pas arrêté parce que c'était pas intéressant. C'était très intéressant, Sacha, mais je veux faire agir quand même les amis Mousse et Yacine sur la Belgique et l'Italie. Et justement, on va parler un peu d'Italie quand même, Mousse, parce qu'il y a un joueur, voilà, Marco Verratti, qui a fait un très très bon match contre la Belgique. Voilà, j'ai ces stats, 103 ballons touchés, total le plus élevé du match, 94 passes réussies, une passe décisive, 3 passes clés, 9 duels remportés, 3 tacles reçus et 4 tacles réussis. Et je voulais donner le commentaire de la Gazzetta dello Sport, qui lui a donné la note de 8. C'est notre ami Guillaume MP sur Twitter qui a relayé le petit commentaire du journal italien. Ça définit un peu son match à Verratti. Alors je donne le commentaire. Un match à la Verratti, tout en une touche, rapide, imprenable, créatif. Il a rendu fou Thielmans et il est au centre de toutes les initiatives, un spectacle. Et dans un autre article de la presse italienne, j'avais vu quand Verratti est dans un soir comme ça, il mérite une place au Louvre. Est-ce que tu es d'accord avec ces propos sur le match de Marco Verratti? Non, pas du tout. Non. Ah, évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, encore une fois, on était revenu avec Nicolas la semaine dernière sur la concurrence entre lui et Locatelli. Et on a vu hier que de toute façon, Locatelli n'était pas capable de faire ce que faisait Marco Verratti. Et peut-être vice-versa. C'est-à-dire que c'est vrai que Locatelli, peut-être, il a plus tendance à se projeter plus vite vers l'avant et il marque des buts. Là où Verratti, il va te sécuriser le milieu, il va protéger le ballon. Et même hier, c'est vrai qu'il a joué beaucoup plus vite qu'à l'accoutumée, ça c'est vrai. Une touche de balle qui n'est pas forcément sa spécialité, en tout cas au Paris Saint-Germain. Hier, on l'a bien vu. Et oui, ça a été un danger permanent. Il a sécurisé le milieu. Il est sur évidemment le but de Barella. C'est lui qui récupère le ballon et qui lui fait la passe. Donc non, c'est un grand Verratti. Chapeau Mancini quand même parce que sous la pression, il aurait pu continuer à aligner Locatelli puisque Locatelli fait les 2 premiers matchs et c'est ce qui permet à l'Italie de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc il aurait pu effectivement se dire. Et puis je pense qu'à ce moment-là, que ce soit les supporters italiens et même ceux qui suivent le Paris Saint-Germain, moi le premier, j'avais des doutes sur le fait que Verratti puisse rentrer à partir des huitièmes de finale, même s'il avait fait effectivement le dernier match. Bon, ils étaient quand même déjà qualifiés et il a fait plutôt c'était plutôt une bonne première mi-temps parce que on a senti un peu de fatigue en début de deuxième et ensuite il était sorti, mais là il a prouvé à tout le monde qu'évidemment dans ce milieu avec Barella et Jorginho dont on parle peut-être pas beaucoup, mais qui fait un travail extraordinaire, un travail de l'ombre incroyable. Et Marco Verratti le dit lui-même, hein, il est fan de Jorginho. Et puis avec le troisième larron Barella, ce qui permet aussi à Barella, hein, tu parlais tout à l'heure, Sacha, du fait que Jorginho permettait à Verratti de jouer un petit peu plus haut. Et ben Verratti aussi et Jorginho permettent à Barella d'être plus souvent dans la surface et lui aussi qui met des buts un peu comme Locatelli. Donc moi je suis évidemment heureux pour Verratti, qu'on a pris plein la gueule, surtout la saison dernière vis-à-vis de ses blessures au Paris Saint-Germain. Il fait un Euro incroyable. Moi, j'espère vraiment qu'il ira en finale et moi, maintenant, je vais supporter l'Italie jusqu'au bout et en espérant qu'il n'ait pas de pépins physiques et qu'il revienne au PSG avec ce même état d'esprit. Et là, en fait, il joue dans une équipe qui est très solidaire où il n'y a pas d'individualité. Quand je dis il y a des très très bons joueurs, mais t'as pas une individualité qui va se dégager comme au PSG avec Mbappé et Neymar, et tu retrouves un Verratti archi collectif qui joue pour l'équipe, etc. J'espère que cette année au PSG, avec le recrutement qui va être fait, ça sera pareil, même s'il aura beaucoup de concurrence au milieu de terrain. On reparlera du mercato tout à l'heure. Ah,
Hugo a quitté la conversation, il n'a plus envie de venir, décidément. Voilà. Tu l'as saoulé, Mousse, je pense. Je crois que c'est ça. Et non, pour finir, non, mais vraiment, vraiment très, très heureux pour Marco Verratti. Et encore une fois, on espère, nous, Parisiens, qu'il reviendra dans ce même état d'esprit et qu'il aura moins de blessures la saison prochaine. Donc, du coup, je vais remplacer un peu Hugo le temps qu'il revienne. Et puis, je vais donner la parole à Yacine sur le cas Marco Verratti. Donc, tu peux dire aussi un mot de Donnarumma, si tu veux, Yacine. Ouais. Et ensuite, Sacha, pareil, je te demanderai ton avis sur le jeu de Marco Verratti. Yacine sur Verratti. Mais en fait, il y a deux choses. La première, on en avait parlé d'ailleurs dans le papier de Paris United, c'est que Mancini, il a toujours dit qu'il comptait sur lui. Donc, finalement, il n'y a pas de surprise, entre guillemets. Salut, Hugo. C'est les analyses de Sacha, ça a fait chauffer mon ordi, il était mort. Incroyable, quelle force énergétique. Donc en fait, tu étais sur quoi, vous, sur Verratti toujours? Alors, j'ai fini sur Verratti, j'ai lancé Yacine le temps que tu reviennes, mon cher Hugo. Donc Mancini, il a toujours dit qu'il comptait sur lui, que c'était un joueur cadre pour lui. À partir du moment où il pouvait enchaîner les matchs, il joue. La deuxième chose, c'est que Mancini, il y a entre guillemets un récupérateur organisateur qui est Jorginho. Mais en fait, pourquoi il a installé Verratti aussi? Parce que quand tu mets Locatelli et Barella, tu es dans le jeu de transition, etc. Et quand tu as Verratti, en fait, tu as deux meneurs. Ce qui veut dire que quand l'équipe adverse réussit à bloquer Jorginho, tu as encore Verratti qui peut organiser le jeu. Et c'est comme ça que Mancini imaginait son équipe. C'est-à-dire que si l'un est bloqué, on n'est pas à court de solutions. J'ai deux organisateurs, mais aussi deux joueurs qui sont capables de récupérer des ballons. Parce que Verratti, il ne fait pas que organiser, il récupère aussi des ballons. C'est d'ailleurs lui qui récupère le ballon sur le premier but italien. La troisième chose, c'est qu'en fait, Verratti, l'état d'esprit, j'ai vu aussi revenir plein de choses sur au PSG. Là. Alors, encore une fois, au PSG, il n'y a pas de collectif, donc c'est plus compliqué. Et encore une fois, au PSG, on joue dans les pieds, alors que là, il a des joueurs qui demandent le ballon dans les espaces. Et regardez bien ce qui s'est passé avec le triangle Insigne, Spinazzola, Verratti. Il y a, depuis que Verratti est revenu dans l'équipe, il y a 60%, 70% des actions qui démarre côté gauche avec ce triangle-là. Alors Spinazzola a été énorme, donc ça aide, mais parce que par rapport à Di Lorenzo qui apporte moins offensivement, mais ce triangle-là, il a fait très mal à toutes les équipes, dans la conservation pour aller chercher ailleurs, dans la percussion pour trouver Spinazzola lancé, pour aussi créer à un moment donné du mouvement pour permettre à Insigne de rentrer et de faire sa spéciale où il rentre sur son pied droit. Donc Verratti, il apporte tout ça. Et après, on nous explique que au PSG, il n'est pas si important, que c'est bien quand il est moins. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste qu'à un moment donné, je répète ce que je dis 1000 fois par podcast, le collectif doit permettre à tes joueurs de s'exprimer. Et après, effectivement, tu as un joueur qui est capable, au cas où ton collectif est bloqué, de sortir du cadre pour faire exploser un pressing, une domination adverse. Voilà, mais ce sera toujours le collectif qui sera au-dessus et qui te permettra, rappelez-vous encore une fois, de ce qu'était Verratti avec Mota. Mais c'est normal quand vous parlez le même football que vous soyez meilleur avec le joueur à côté de vous. Voilà, c'est aussi, le football c'est des associations. Tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on pense qu'un joueur tout seul, il va révolutionner ton équipe, eh ben on se trompe. Voilà, et Verratti, je pense que le seul problème aujourd'hui, et encore une fois, ce n'est pas le niveau physique de Verratti en général, parce que la fameuse légende au bout de 60 minutes, c'est juste qu'il n'a pas joué un mois et demi, qu'il est en train d'enchaîner 3 matchs en 9 jours, qu'il y a une demi-finale mardi. Oui, c'est compliqué, mais on voit bien que quand même dans cet Euro, si on n'est pas juste stupide et qu'on a envie de faire de l'anti-Verratti primaire, on voit bien que tous les joueurs souffrent. Hier à la 70e, le match, tu sentais que voilà, les joueurs, ils n'en peuvent plus, tu as des blessures. Kier, il avait des crampes. Voilà, tu sens que les joueurs ils sont à bout. Donc, c'est pas qu'une question non plus de Verratti. Mais en tout cas, franchement, il a apporté un vrai plus et je pense que Mancini compte aussi sur lui dans cette maîtrise à un moment donné, de ne pas être tout le temps dans cette percussion avec Locatelli, de vouloir tout le temps aller vers l'avant. Encore deux questions sur le match parce qu'après le temps passe, il faut qu'on aille ensuite sur le Suisse-Espagne. On a d'autres sujets à évoquer. Sacha, tu peux dire un petit mot sur Verratti, mais aussi englobé avec Gigi Donnarumma qui a été décisif aussi. Nous, on a déjà parlé dans le podcast sur sa future arrivée au Paris Saint-Germain, comment ça va se passer avec Navas. Bon, on a vu Donnarumma qui a fait un match énormissime, qui a repoussé plusieurs tirs dangereux des Belges, notamment celui de De Bruyne en début de match, qui est quand même assez incroyable, l'arrêt. Est-ce que pour toi, Keylor Navas a du souci à se faire pour la saison prochaine au Paris Saint-Germain alors premièrement oui, mais je vais juste simplement
faire une petite parenthèse par rapport à ce débat Verratti. Et je suis en mesure de vous donner un petit mea culpa quand même me concernant, parce que je suis effectivement assez impressionné par le Verratti que j'ai vu en tout cas face à la Belgique. C'est vrai que quand il est dans un collectif cohérent avec des joueurs de profondeur comme Berardi par exemple sur le côté droit ou sur le côté gauche comme tu l'as dit avec cet espace qui était créé par Spinazzola, c'est plus du tout le même footballeur en fait. Et c'est fou parce que on peut avoir une analyse tellement différente selon le collectif dans lequel un joueur est organisé. Et donc forcément, en fait, les points de vue sont diamétralement opposés. Aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai vu un Verratti complètement métamorphosé dans l'identité même, et même un leader. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était ce point de domination italienne qui permettait en fait à l'Italie non seulement de conserver le score en seconde période, mais aussi de garder le ballon dans les pieds tout en conservant le score. C'était outrancier, franchement. Dans le jeu, il était outrancier en termes de technique, c'était sublime à voir. Donc, juste par rapport à ça, parce qu'effectivement, moi j'étais très fan du jeu de transition de Locatelli, qui pour moi apportait de la fluidité. Je le suis toujours, je ne vais pas changer, mais Verratti est un patron. Et on l'a vu face à la Belgique que c'était vraiment quelqu'un qui poussait le niveau de jeu encore au-dessus pour permettre à ses partenaires d'aller à un niveau supérieur. Donc, par rapport à ça, bravo. Donnarumma, pour moi, c'est très clairement dans le top 3 des meilleurs gardiens du monde. Donc, il semble logique qu'il soit titulaire au Paris Saint-Germain. Keylor Navas a évidemment du souci à se faire. Il représente l'avenir et je pense qu'il est au PSG. Il est quand même, je dirais, non seulement, vous avez certainement parlé de l'opportunité de mercato, de marché que représentait Donnarumma. Ça, je pense que je ne vais pas le faire mieux que vous. Par contre, en termes de ce qu'il peut apporter dans le jeu de gardien par rapport, par exemple, à un Keylor Navas, pour moi, je trouve qu'il est plus rassurant encore. Il est plus rassurant. Est-ce que tu vois sur l'arrêt de Bruyne, comment est-ce qu'il va plonger? C'est un albatros, quoi. Il a des ailes, c'est fou. Il apporte un tel sentiment de sécurité à sa défense quand il se déploie comme ça. Franchement, on dirait qu'il est inarrêtable, qu'il est impossible pour qui que ce soit d'aller mettre un but. Et c'est ce sentiment de sécurité, de sérénité que peut aussi parfois dégager un Thibaut Courtois avec le Real Madrid ou avec la Belgique. C'est quelque chose qui manquait au Paris Saint-Germain. Et c'est ce pourquoi, pour moi, il va faire le plus grand bien possible. Alors, juste pour répondre à Sacha, ce que tu dis sur Donnarumma ou sur Courtois, on peut aussi le dire sur Keylor Navas. Alors peut-être que c'est la taille, comme c'est un gardien qui est pas aussi grand que Courtois et Donnarumma, mais sincèrement, c'est sur ces deux dernières années, notamment en Ligue des Champions, c'est exactement ce que nous on disait de Navas, l'histoire d'apporter cette sérénité, cette sécurité, et aussi les défenseurs centraux qui sont devant Navas savent que si jamais ça se passe mal pour eux aussi, ils se trouvent, ils ont entièrement confiance en Keylor Navas pour essayer de rattraper une erreur ou si ça va trop vite, comparé à ce qu'on avait pu avoir avant, joueur comme le gardien comme Areola, voilà, qui n'inspirait absolument pas cette sérénité. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, comme Donnarumma arrive, on a tendance à se dire, parce que comme il fait un superbe Euro, alors on peut se dire oui, Navas il est en danger, mais Navas sur les 2 saisons qu'il faut au PSG, honnêtement, il y a quasiment rien à lui reprocher. Il a été ce gardien sécurisant qui a fait gagner des points au Paris Saint-Germain et qui a été très fort dans les temps faibles du PSG, notamment en Ligue des Champions. J'ai pas dit le contraire, Moussa. Oui, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la concurrence, ça va être féroce. Et encore une fois, Donnarumma va arriver un peu plus tard au PSG, donc il va pas débuter le championnat. Et moi, je pense que ça va se passer comme ça, en fait. On va attendre une blessure de Navas ou un match où il va se trouer et on va en profiter pour le remplacer. Et après, effectivement, pour Navas, ça va être compliqué. Ou bien, Navas va absolument pas accepter la concurrence parce que la sérénité dont je parlais de Navas, il l'était parce que les rôles étaient déterminés. Rico était le numéro 2, il l'a totalement accepté et c'est 2 gardiens qui s'entendent très bien. Ils ont passé une partie de leurs vacances ensemble. Aujourd'hui, Navas, quand il sait qu'il y a la menace de Donnarumma, est-ce qu'il sera aussi serein? Moi, je crois pas. C'est peut-être là qu'il va se mettre à faire des bourdes, des boulettes, parce qu'il sait que à un moment ou un autre, l'Italien pourra lui prendre sa place. Donc peut-être qu'il l'acceptera pas, il demandera à partir. Ça, on ne sait pas. Mais vu qu'ils ont prolongé le Tellier, ça veut dire que Rico, ils vont s'en séparer cet été. Je pense qu'il y aura un prêt ou s'ils peuvent le vendre, mais ça va être compliqué pour Navas.
Ouais, le mercato est encore long. On ne sait pas si Keylor Navas d'ailleurs sera même au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Hein. Il peut Bien sûr. voir de la concurrence. Ça va être un mercato incroyable, Hugo. Franchement, comme ça, je vais te permettre de faire la transition. Mais incroyable. Je pense qu'on va vraiment avoir des surprises. Et il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans tous les sens cet été. Bah, c'est justement, on va en parler en fin de podcast. J'avais une dernière question. Alors, on essaye de faire court parce qu'on fera un peu plus court sur Suisse-Espagne. On a passé beaucoup de temps sur le match, mais à juste titre. Yacine, tu lèves le doigt. Juste dire, parce que sur Donnarumma, comme je fais d'habitude, hein, je me suis renseigné avec les amis gardiens que je connais. Et c'est qui tes amis gardiens là? Parce que tu nous en parles toutes les semaines, mais dis-nous qui c'est tes amis gardiens. Il y en a un avec qui j'échange beaucoup. C'est les Tizi, tout le monde le sait, c'est les Tizi. Non. La poula il y en a un avec qui j'échange beaucoup, c'est Quentin Vesberg, qui est aujourd'hui à Toronto, qui a joué à Evian, qui était à l'INF Clairefontaine, etc. À Troyes. Que tu as connu à Evian alors. Ouais. Donc voilà, j'échange beaucoup avec lui. Et lui, c'est vraiment le profil du gardien qui a un jeu au pied, qui est très très bon techniquement, etc. Et donc, il m'expliquait, c'est avec lui que j'échange aussi notamment là-dessus, que sur cet Euro, on voit une autre facette de Donnarumma sur, justement, comme l'Italie a décidé de plutôt jouer haut, en fait, on voit son positionnement par rapport au bloc équipe. On en avait parlé quand on avait parlé de son arrivée, j'avais dit, aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur son positionnement. On sait qu'il est très bon sur sa ligne, mais on n'a pas de certitude sur son positionnement quand le bloc va évoluer haut. Et j'en parle avec lui et il me dit que sur cet Euro, justement, on commence à voir des choses parce que l'Italie joue haut, son positionnement est bon et son jeu au pied est très intéressant. Voilà. Ce qu'on n'a pas pu voir à Milan, où effectivement l'équipe dominait un peu moins, partait un peu plus bas. Voilà. Donc, c'est aussi un point positif dans tout ce qu'on a décrit de Donnarumma. Aujourd'hui, on avait ce doute-là, on en avait parlé. Voilà, aujourd'hui, il n'est pas levé parce que c'est pas sur 3 matchs que tu juges. Mais en tout cas, il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il fait. C'est pas Neuer, mais il joue plus haut qu'à Milan. Il est capable de venir jouer au pied et d'aider, de sortir avec Bonucci, etc. Sacha, dernière question. L'Italie, ensuite on passera à Suisse-Espagne. La Belgique qui était sortie en quart de finale en 2014, en 2016, en demi contre la France en 2018. On va dire que les Diables Rouges n'ont pas encore réussi à faire fructifier leur génération dorée par un titre. Ma question, Sacha, c'est est-ce que la Coupe du Monde au Qatar, prévue en novembre 2022, la saison prochaine, c'est l'ultime défi, on va dire, de cette génération portée par les Lukaku, Courtois, Hazard et De Bruyne? Alors, premièrement, je pense qu'en termes d'âge, effectivement, ça devrait être leur dernier momentum important. Mais je prendrais le parti de ne pas justement se mettre cette pression-là. Et si on repartait justement avec des joueurs qui, par exemple, sont plus du tout en fin de cycle, mais démarrent leur cycle, avec des joueurs qui, certes, individuellement ou en termes d'expérience, n'ont pas les mêmes compétences, mais qui vont peut-être aussi nous permettre de s'alléger de ce fameux poids dû au fait que, soi-disant, on est numéro 1 mondial, etc., au ranking FIFA, qui nous a mis énormément de pression et qui ne nous va pas bien du tout, avec justement des joueurs qui qualitativement sont peut-être avec un potentiel certain, mais qui ne peuvent pas tout de suite proposer ce que peut proposer Alderweireld en termes de sécurité, d'expérience, etc., mais qui va nous permettre de construire sur l'avenir. Comme ça, on arrive serein en Coupe du Monde 2022, on sait que de toute façon, on ne sera pas favori, et on va pouvoir construire sur base du futur, avec beaucoup plus de sérénité, avec des jeunes talents que vous avez pu voir en Ligue des Champions, que vous allez certainement pouvoir voir en Première Ligue encore, et des joueurs qui vont pouvoir s'adapter à un nouveau système, à une autre idée de jeu, et on va grandir comme ça. Et comme ça, au moins, on va directement vers la transition pour amener justement de l'énergie, une nouvelle énergie, et créer encore un collectif, je dirais, qui aura compris certaines choses que le collectif, et de ce que proposait en tout cas Martinez, n'avait pas bien compris. Une chose est sûre, il me semble logique qu'à la Coupe du Monde 2022, tu devrais retrouver Witsel puisqu'il aura 34 ans et ça reste quand même un vrai patron, mais tu ne retrouveras pas Alderweireld, Vertonghen, certainement pas Vermaelen parce qu'à 37 ans ça va quand même être chaud. Tu ne retrouveras ou pas non plus Mertens, Chadli. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir et c'est bien parce que ça va permettre d'amener d'insuffler une nouvelle énergie. Et derrière, je suis assez confiant parce que notre formation fonctionne bien. On a des joueurs de qualité qui commencent à pointer du bout de leur nez. Donc on peut espérer que d'ici 2 ans, ils aient encore haussé leur niveau de jeu pour pouvoir proposer une qualité individuelle et s'insérer encore mieux dans une base et un schéma collectif qui devra, je le répète, être travaillé. Yacine. Ouais. Juste pour finir là-dessus, pour rebondir là-dessus, il y a 2 choses. La première, c'est que souvent, ce qu'on va appeler les générations dorées,
c'est qui tout double. Parce qu'en fait, elles te permettent d'exister effectivement parce que la Belgique a souffert pendant un certain nombre d'années. Et cette génération-là t'a permis de revenir en haut de l'affiche. Mais en fait, c'est aussi une limite si tu gagnes rien parce que tu n'oses jamais la toucher en te disant on a quand même un groupe énorme, on a beaucoup d'individualités, etc. Et tu n'oses jamais y apporter des retouches au fur et à mesure, en fait. Parce que la vie d'une sélection, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, après la demi-finale de 2018, il fallait pas tout remettre en question sur une défaite. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas quand on s'arrête au score. Parce que une défaite, elle remet pas tout en question. Et il fallait fructifier tout ça. On a fait une demi-finale. Donc, il y a des joueurs qui apportent de l'expérience et commencer à renouveler avec la jeunesse parce que là aussi, c'était le deuxième point. La formation belge, même si en France, on en parle moins, c'est une excellente formation. Il y a des très, très bons joueurs. Sauf qu'en fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'il n'y a que 2 ou 3 équipes capables d'exister un peu sur la scène européenne. Enfin, quand je dis exister, on se comprend. Et le problème, c'est que les clubs belges sont très vite pillés, très jeunes. Notamment par les Anglais. Enfin, moi, avant le Brexit, hein, parce que maintenant ça va être un peu plus compliqué, mais ils venaient chercher des joueurs très jeunes, à 16 ans. Donc en fait, ces joueurs-là n'explosaient jamais en Belgique. Et quand tu vas dans les centres de formation à l'étranger, on l'a vu pour plein de Français aussi, très jeunes, c'est dur de te retrouver dans un autre pays. C'est pour ça aussi qu'ils explosent pas. Mais la formation belge est très bonne. Il faut trouver en fait ce compromis entre le renouvellement et garder ces cadres. Mais tu vois, par exemple, si un De Bruyne dans 1 an et demi, et il n'y a pas tous ces problèmes de blessures, voilà, tu as quand même des joueurs qui sont très solides. Il va falloir trouver, oui, je pense, une vraie défense. Voilà. Coach Yacine, petite question. Avec l'âge, Kevin De Bruyne dans la construction du jeu, c'est quand même plus intéressant qu'un débloqueur de situation, non? Ouais, moi je pense que c'est exactement aujourd'hui un peu ce qu'on appellerait le quarterback, là, un peu plus bas pour organiser. Ouais. Parce qu'effectivement, on sent bien que il est encore très fort parce que voilà, mais dans l'enchaînement des courses, etc., il a de plus en plus de mal quand même et il est souvent blessé De Bruyne en plus. Oui, plus bas, en tant que, un peu comme un Jorginho ou un Pirlo d'époque. Voilà, plus bas, organisateur, capable de récupérer des ballons, mais à qui on va demander moins de volume de sprint. Ouais. Passons maintenant en Suisse-Espagne. Alors, le Belgique-Italie nous a pris beaucoup de temps. On va donc faire un peu plus court sur Suisse-Espagne parce qu'on a des sujets un mot, hein. En vrai, ils étaient nuls. Ils ont perdu la séance de pénalty. Allez, salut. Alors, Mousse, tu vas faire un mot. Alors voilà, bon, là, la Suisse-Espagne, l'Espagne, la Roja de Pablo Sarabia, qui était titulaire une nouvelle fois, a eu du mal, hein, s'est fait peur. Hein. Elle a été ultra dominatrice pendant tout le long de la rencontre. Mais quand même, la Suisse les a emmenés jusque dans la séance de penalty. Jordi Alba avait marqué en début de match un ballon dévié par Denis Zakaria. Égalisation de Xherdan Shaqiri, qui aime beaucoup marquer durant cet Euro sur un cafouillage entre Laporte et Pau Torres. Il y a le rouge pour Freuler sur un tacle non maîtrisé sur Gérard Moreno. Et puis donc, pendant les prolongations, l'Espagne n'a pas su faire différence malgré ses grosses situations. Sa domination 11 contre 10. Mais voilà, il y a une séance de penalty moins bien réussie que pour la Suisse que contre la France lundi, avec Busquets qui a loupé son premier penalty, Gravanovic qui a marqué, ensuite Olmo qui marque, Char a loupé, Rodri a loupé, Akanji qui loupe aussi, Moreno qui le transforme, Vargas qui le manque, et enfin Oyarzabal qui donne le penalty, qui met le penalty de la qualification. Mousse, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas revu la même Suisse que contre l'équipe de France? Parce que on en parlait dans le groupe WhatsApp, avec Yacine notamment. Quand on presse ces Suisses, quand il y a vraiment une pression mise sur eux, on voit qu'ils jouent pas pareil. On voit, et c'est là qu'on se rend compte, peut-être Mousse, on peut analyser ça avec le match de la France, que la France a vraiment laissé, a loupé son match toute seule et aurait dû aller les chercher, les presser un peu plus haut, ces Suisses. C'est là qu'on voit que la France n'avait pas une puissance collective peut-être aussi importante qu'en Espagne et même si l'Espagne c'est particulier l'Espagne parce que tu sens qu'il y a une vraie maîtrise technique, c'était tous de très très bons joueurs honnêtement, ça fait bien circuler le ballon et tout, mais tu t'ennuies un peu parce que ça va pas au bout, c'est un peu chiant à regarder. Ouais, voilà, exactement, je cherchais le mot, c'est ça, ça ronronne. C'est-à-dire que t'as le pied sur le ballon, tu le fais circuler de droite à gauche, ok, tout ça. Mais devant, ça n'a pas beaucoup de solutions, ça n'apporte pas grand-chose. Mais ils sont en demi-finale et sur la séance de tir au but, alors c'était évident pour la Suisse, c'était le jour et la nuit comparé à la séance face à la France où ils ont tout mis, un 5 sur 5. Et puis là, tu sentais quand même que honnêtement, tu fais 2 prolongations de suite. Il faut aussi dire que voilà, il y avait beaucoup de fatigue dans cette équipe suisse et qui est arrivée, je pense, les jambes très très lourdes lors de la séance de tir au but.
Voilà, je pense que la Suisse a fait un beau parcours malgré tout avec l'effectif qu'ils avaient. Honnêtement, bah, quand même chapeau à cette équipe suisse qui a emmerdé quand même quasiment toutes les équipes de cet Euro. Et quant à l'Espagne, encore une fois, bon bah Sarabia, jusqu'au quart, il a alterné le bon, le moins bon, le moyen. Là, il sort, il fait une mi-temps, il sort. Je crois qu'il est légèrement gêné ou c'est pas blessure, mais je crois qu'il a une petite gêne. Donc je pense qu'ils prennent pas de risque et ils le sortent. Pour le reste, voilà quoi. Ça va être intéressant de voir l'opposition de style entre l'Italie et l'Espagne. C'est deux bonnes équipes quand même. Donc ça devrait donner un très bon match. Et puis pour Sarabia, je pense qu'il a quand même marqué un peu des points dans l'optique de quitter le PSG. Je pense qu'il aura pas mal de propositions, notamment en Liga. On avait fait un papier avec Yacine où on avait déjà dit que des clubs comme Villarreal, l'Atlético étaient très intéressés, voire son ancien club, le FC Séville, mais c'était pas du tout leur priorité. Écoute, tant mieux pour le PSG si Sarabia brille encore, s'il n'est pas gêné par une blessure et qu'il arrive à jouer à la demi-finale et qu'il fait une bonne demi-finale, tant mieux, ça sera des propositions. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui amènera, on parlera de Correa qui peut jouer à gauche ou à droite, un peu comme Sarabia. Donc c'est peut-être en prévision aussi de ça. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur l'Espagne parce que bonne équipe, bonne maîtrise, mais voilà quoi. Ça ronronne comme tu dis, Hugo. Yacine, un petit mot rapide. Et Sacha, je sais même pas si tu voudrais dire un petit mot toi sur Espagne ou on passera directement. Ouais, bah, écoute, non, le petit mot que j'ai à dire simplement, c'est qu'on a vu les failles collectives et défensives de l'Espagne et que l'Italie va s'enorgueillir pour les mettre à mal en demi-finale. Voilà, c'est simplement un petit mot. Ah, c'est bien, c'était rapide. C'était rapide, Sacha. Là, tu as respecté la consigne. Yacine, un petit mot aussi. Est-ce qu'on peut dire, enfin, au-delà du match qu'on a vu, mais que pour l'instant, la mission de Luis Enrique est quand même particulièrement réussi parce qu'il a eu beaucoup de critiques sur les joueurs qu'il a sélectionnés. Il a gardé que 6 joueurs des 24 derniers de la dernière compétition où ils ont joué. Par rapport à son plan de jeu, ses compositions, voilà, ils rejoignent pour la première fois un dernier carré d'une compétition internationale depuis leur sacre à l'Euro 2012. Il y a quand même si ça rend un peu, il y a quand même des choses intéressantes. On voit qu'il y a une vraie force collective et que l'Espagne peut faire un coup. Finalement, on les voyait outsiders, mais on les voyait pas faire un Euro aller jusqu'en demi-finale. Là, pour l'instant, c'est le cas. Ouais, et puis, alors déjà, il y a le résultat en tant que tel, effectivement, ils sont en demi-finale, donc ça, déjà, tu peux pas le contester. Mais il y a deux choses. La première, on parle souvent, moi, ici, de principe de jeu. En fait, que ça ennuie ou pas, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'Espagne, c'est où elle va. Voilà, c'est ce qu'elle a à faire. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Alors, il y a moins de niveau qu'il y a 10 ans, mais en tout cas, sur les principes, tout le monde, enfin, tu sais ce que va faire l'Espagne, ce que va proposer l'Espagne. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, le résultat est un peu trompe-l'œil parce que, franchement, s'il n'y a pas Sommer dans les buts de Suisse, je suis désolé, ça va pas au pénalty. Hein. Faut pas se mentir. C'est-à-dire que, effectivement, ça ronronne peut-être un peu, c'est un peu plus dans la conservation. Malgré tout, Sommer, il fait 10 arrêts. Donc, 10 arrêts, je vous rappelle. 28 tirs de l'Espagne, hein, quand même. Voilà. Donc, 10 arrêts, je vous rappelle juste que c'était Navas contre le Bayern de Munich. Donc, faut aussi ouvrir les yeux sur le fait que l'Espagne n'est pas que ronronnante. C'est juste qu'il y a un problème d'efficacité parce qu'effectivement, c'est pour ça que tu dis ça. non, mais ça se dit partout. Non, mais tu as raison. C'est vrai que sur le nombre de tirs, alors ça, c'est vrai que j'avais un peu oublié, mais c'est vrai que Sommer avait fait un super match et qu'évidemment, moi, j'ai plus jugé sur la globalité de l'Espagne et même avec les matchs qu'ils avaient fait avant, même si face à la Croatie, honnêtement, ils avaient fait un meilleur match, mais peut-être qu'en face, la Croatie était une équipe qui était beaucoup plus joueuse que la Suisse aussi, mais tu as raison de le souligner. C'est vrai, ça. Voilà. Et le truc, en fait, c'est que l'Espagne manque en fait de ce joueur qui a pu être David Villa, Fernando Torres, etc. C'est ce joueur de profondeur. Morata, moi je répète ce que je dis, Morata, je n'ai pas d'avis définitif sur lui. Des fois je me dis franchement c'est un super joueur. Des fois je me dis il est vraiment très limité pour le très haut niveau. Voilà, je sais pas quand il est en confiance, pas en confiance. En tout cas, il crée des choses. Il a du mal à finir. Et si tu as un joueur qui finit avec la qualité d'un David Villa à l'époque ou d'un Torres, effectivement, je pense qu'on n'aurait pas le même discours et le match aurait fini à 3 ou 4-1. Il leur manquait un vrai neuf, en fait, pour vraiment aboutir et conclure les situations, le nombre les grosses occasions qu'ils ont tout au long du match, parce que c'est vrai que Yann Sommer, malheureusement, il sort lors des quarts de finale, mais ça pourrait être le gardien de l'Euro pour l'instant. Bon, Donnarumma va plus loin. Donc, juste pour finir sur Sarabia, Sarabia, ce que j'avais expliqué, il manque un peu de puissance, etc. Mais dans un collectif qui sait où il va, où les déplacements sont coordonnés, où chacun sait ce qu'il a à faire, Sarabia, il est intéressant. Alors encore une fois, c'est pas un top joueur, hein. Il sera jamais dans les 50 du Ballon d'Or, mais c'est un joueur très intéressant qui est capable de marquer, qui est capable de faire des passes, qui est capable de créer des brèches pour les autres aussi.
voilà, quand il y a un collectif, c'est tout de suite plus facile. Il arrive à s'épanouir quand il y a des circuits de passe qui sont répétés. Donc le tableau des demi-finales, ce sera Italie-Espagne, revanche de la finale 2012, mardi à 21h, et Angleterre-Danemark, mercredi à 21h pour l'autre demi-finale. Les deux matchs se joueront à Wembley. On devait parler de Véronique Rabiot, de la maman d'Adrien Rabiot, mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps. On va passer sur le mercato. Bon, c'est pas très très grave. C'est pas le sujet du jour, on va dire, où on devait revenir plus particulièrement dessus. Je pense que tout a été dit. Hein. On t'aime, Véro. Voilà, on t'aime, Véro. On a vu ce que tu étais capable de faire avec. On va pas dire que tu étais un masterclass, quoi. Maman agent, avocate, masterclass. Personnage, un vrai personnage. Par contre, je trouverais très intéressant de l'avoir dans une série ou de pouvoir avoir son personnage adapté dans une série parce que, franchement, c'est hyper inspirant. Alors, artistiquement. Par contre, mais attends, il y a une série en ce moment qui passe en France sur les femmes de footballeurs. Championne. Ce qu'on appelle les Wigs ou les Wags. Je sais pas comment on dit, les Wags. Et ben, c'est vrai qu'on aurait pu donner le rôle, vu qu'il est pas, je crois qu'il est pas en couple, en tout cas il est pas marié. Adrien, on aurait pu faire elle aurait pu faire partie du casting, ouais, ça aurait été intéressant, c'est clair. Ouais, écoutez, on va proposer l'idée à Netflix, hein, si jamais ils veulent faire une série. Véronique Rabiot, peut-être que ça va les intéresser, hein. Sacha, on va ouais, peut-être. Passons au mercato. Enfin, on termine toujours par une petite page mercato sur les dernières infos sur le mercato parisien. Il y a un joueur qui pourrait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain, c'est Joaquin Correa, l'attaquant de la Lazio. On le sait, Paris a déjà recruté Wijnaldum, je vais bien le prononcer, Hakimi, Donnarumma et Sergio Ramos devraient suivre, mais le PSG ne compte pas s'arrêter là. Donc l'attaquant de la Lazio, selon les informations d'Il Messaggero, l'attaquant argentin plaît grandement au club de la capitale qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club italien. Paris aurait dans un premier temps pensé à inclure Rafinha dans le deal, plus 25 millions d'euros, une offre qui semble-t-il n'a pas plu au Bianco Celesti. Les dirigeants parisiens seraient ensuite revenus, sont en train en tout cas de préparer une autre offre pour faire craquer les dirigeants de la Lazio. On parlerait d'une offre entre 10 et 12 millions d'euros, plus Pablo Sarabia donc dans la transaction, l'international espagnol qui est ou Draxler. Mais voilà, Pablo Sarabia qui est très en vue et donc qui a sa cote qui monte et qui pourrait faire aboutir le transfert. Yacine, tu as écrit un papier dessus sur cette info. Sur Joaquin Correa, est-ce que c'est un bon ou mauvais plan pour le Paris Saint-Germain pour renforcer son attaque, en tout cas je pense dans la doublure, évidemment. Ouais, même si je suis pas le comptable du PSG, à 50, je vais pas te dire c'est un bon plan. Maintenant, oui, à 25, 30, en incluant un joueur, oui, c'est un bon plan parce qu'en fait, pour moi, déjà, ça correspond, si tu veux, à la suite de Di Maria. Aujourd'hui, tu as Di Maria qui commence à être âgé, qui va commencer, il a prolongé d'1 an, je crois, Di Maria seulement. Ouais, c'est donc, ça. Voilà, donc, en fin de saison prochaine, Di Maria, il y a de grandes chances que ce soit fini. C'est en fait un remplaçant parfait, c'est-à-dire que c'est un très bon joueur, c'est un international. C'est un joueur capable de marquer des buts. Il a par exemple plus marqué que Di Maria cette saison. Il a moins fait de passes décisives. C'est un joueur qui est capable de jouer des deux côtés. C'est un joueur qui est plutôt costaud. Il fait 1m88, je crois. Donc, écoute, c'est bien pour préparer la suite. Voilà, l'intégrer 1 an, la suite de Di Maria, et puis s'imposer de lui-même s'il s'impose. Hein, ça, c'est toujours pareil. Voilà, je pense que c'est Sarabia en mieux. Voilà, c'est Sarabia en mieux dans le sens où je pense que c'est un joueur qui est plus capable à un moment donné de sortir d'un cadre collectif pour faire une différence techniquement que Sarabia, parce que c'est un joueur qui est un peu plus puissant quand même. Voilà, donc moi je pense que ça fait partie des transferts que tu fais pour renouveler ton groupe, parce qu'encore une fois, tu peux pas avoir 12 top joueurs et d'un coup tomber avec des joueurs qui ont 3 niveaux en dessous. Donc voilà, c'est une bonne idée. Est-ce que tu en as vraiment besoin, Yacine? Ouais. Franchement, tu as des super joueurs qui ont une certaine expérience. Je suis persuadé que Sarabia, qui n'est pas forcément effectivement le meilleur joueur espagnol de cet Euro, mais qui va quand même pouvoir s'enorgueillir de cette expérience pour pouvoir proposer autre chose l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Voilà, est-ce que tu as besoin encore d'un joueur offensif en plus, sachant que tu as des titis, tu as des titis parisiens qui poussent devant, qui sont très bons, c'est des joueurs de qualité. Je veux dire, si tu dois faire confiance à des jeunes offensifs, pourquoi dépenser 25 millions là alors que tu pourrais les dépenser ailleurs ou dans un autre registre? Voilà, je ne suis pas contre Joaquin Correa que j'ai vraiment apprécié en Serie A et beaucoup de respect aussi pour ce qu'il propose et tout, parce que c'est un joueur qui effectivement peut faire des différences individuellement comme tu le soulignes, mais quand même, je ne suis pas convaincu de la nécessité de ce choix, quoi. Ben moi, je pense juste c'est que par rapport à ce que veut mettre en place Pochettino,
Je pense qu'il correspond plus qu'un Sarabia, dont on a expliqué que le collectif, les déplacements, le jeu de transition, c'est peut-être un peu moins son truc. En fait, je pense qu'effectivement, dans l'absolu, tu vois pas l'intérêt, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est un profil qui correspond plus à ce que veut mettre en place. C'est pour ça aussi que je pense qu'ils sont en train de travailler sur le fait d'inclure Sarabia, c'est-à-dire que c'est pas rajouter. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça me paraît plus cohérent d'avoir Sarabia qui part. Alors dans ce Voilà. cas-là, ok. Voilà. C'est pas pour rajouter un joueur, c'est pour remplacer un joueur par un autre tout en préparant la suite. D'accord. C'est pour ça que c'est Mousse, ils en parlent dans le deal, Sarabia, ce serait vraiment pour remplacer un joueur. Mais bon, il y a pas, tu sais, Sacha, il n'y a pas tant de joueurs que ça offensivement sur le banc côté Paris Saint-Germain. Parce que tu dis qu'il y a des excellents joueurs, c'est vrai. Mais quand Il n'y a que des bons joueurs au Paris Saint-Germain. J'en vois pas un mauvais. Le banc, il est incroyable. Non, sur Correa, moi je pense effectivement c'est en prévision de la perte de Sarabia, parce que je pense que Sarabia le joueur veut partir et je pense que le PSG veut s'en séparer. Parce qu'on a vu que Pochettino lui accordait très peu de confiance et très peu de temps de jeu aussi. Maintenant, moi je suis absolument persuadé que Sarabia refusera de faire partie d'un échange pour aller jouer en Serie A en Italie. Ça c'est quasiment acté. Je pense qu'il y aura plutôt un transfert sec du côté du PSG pour un retour en Liga. Et je crois aussi que Leonardo a beaucoup de travail côté vente, parce que là, effectivement, on annonce beaucoup de noms, mais il y a eu des périodes au PSG, on se disait on n'a pas de milieu de terrain. Mais là, on va être en surplus de milieu de terrain. Il va falloir quand même envisager de vendre certains joueurs. Et si Leonardo a prolongé des joueurs comme Kurzawa, comme Draxler, etc. C'est aussi dans l'optique de les revendre. Je pense que c'était pas pour leur dire restez au PSG, vous êtes des super bons joueurs les gars, alors que les deux, que ce soit Draxler, même si bon Draxler il avait fait un bon début quand il est arrivé, mais je pense plutôt à Kurzawa. Je pense que des joueurs comme Draxler, Kurzawa, Sarabia sont amenés à quitter le club et il y aura sans doute aussi un milieu de terrain qui semble-t-il sera Herrera, qui quittera le PSG. Maintenant, Herrera, dans le cas d'Herrera, par exemple, qui touche un salaire énorme, qui est à 10 millions d'euros net parce qu'il est arrivé libre de Manchester et qu'il avait plusieurs propositions à l'époque, je pense que ça va être très très dur de l'évacuer, Sarabia. Lui, il va pas vouloir partir, hein, c'est sûr. Et évidemment, il a encore 3 ans de contrat ou 2 ans de contrat à ce salaire-là. 20 millions, c'est certain qu'il va rester. Mais quel club va prendre un joueur qui est régulièrement blessé avec un salaire énorme? Il est en fin de carrière, donc il va pas faire des sacrifices, l'ami Herrera. Il va pas se dire, OK, je retourne jouer à Saragosse ou je sais plus quel était son club formateur et je vais toucher 2 millions par saison. Non, ça n'existe plus. On a vu avec Ramos, si Ramos était vraiment amoureux du Real, il aurait accepté les conditions, il serait resté. Athletic Bilbao, je pense, pour Herrera. Ouais. Dire, il y a joué, mais je crois qu'il n'y est pas formé. Il me semble que c'est Saragosse ou il me semble. Je me trouverai, on vérifiera. Mais voilà, en tout cas pour Joaquin Correa, je pense que c'est plutôt ça. Et il y a aussi le doute sur Moïse Kean avec le nouvel entraîneur qui arrive à Everton. Même si Kean a émis le souhait de rester au PSG, il faudra voir si le nouveau coach lui va mettre un veto ou pas. Et dernière chose, et j'arrête là, il y a le cas Icardi qui est très inquiétant parce qu'il n'y a mais vraiment aucune proposition pour le joueur. C'est très inquiétant. Et ça peut se terminer peut-être avec un panic buy un grand club qui va chercher un numéro 9 et qui va sans doute demander un prêt au PSG. Et le PSG n'aura peut-être pas d'autre choix que d'accepter ce prêt, qu'il soit avec option ou pas, enfin avec option d'achat ou pas. Voilà. Sacha, toi le mercato qui a énormément d'infos. Qu'est-ce que tu entends sur le mercato du Paris Saint-Germain? Ça bouge beaucoup quand même. C'est le club le plus actif en Europe. C'est certain. Mais j'avais eu, voilà, c'est une info de toute façon que moi personnellement sur le PSG, je fais pas grand-chose sur mon Twitter et tout parce que vous le faites très bien. Il y a plein de gens qui le font et voilà. Mais j'ai eu deux, trois petites infos, notamment cet accord sous seing privé signé à Ramos avec Ramos ici, c'était en janvier dernier. C'est des choses qui m'étaient effectivement revenues. On en avait discuté avec Greg Schneider, puis finalement Greg a voulu le faire lui, et c'est tout à fait normal parce que c'est plus lui qui s'occupe de ça. Mais oui, voilà, je pense que c'est un joueur qui va apporter beaucoup de bonnes choses. Et puis après, voilà, en cas de départ de Mbappé, c'est évident que l'idée Cristiano Ronaldo reste très figé dans l'esprit des Qataris qui restent quand même bien convaincus de vouloir faire un gros coup, quoi. Eh ben justement, en parlant de gros coups, il y a un autre joueur dont on voulait parler qui pourrait aussi débarquer dans la capitale, c'est Paul Pogba. Alors Paul Pogba, on en a déjà entendu parler lors des précédents mercatos du Paris Saint-Germain, mais cette fois, selon les dernières infos, j'ai vu notamment passer une info de Foot Mercato, Paris pense de nouveau à l'international tricolore pour renforcer son milieu, donc en plus quand même de Wijnaldum qui a déjà signé.
La source en question indique que la position du club et celle de Mino Raiola, le représentant du joueur, se sont rapprochées ces derniers jours. Leonardo entretient une très bonne relation avec l'agent italo-néerlandais, parce que les deux hommes qui ont d'ailleurs déjà fait affaire ensemble cet été avec le transfert de Donnarumma. Pour rappel, le contrat de Pogba à Manchester prend fin en 2022. Yacine, cette info sur Paul Pogba, par rapport au fait que Wijnaldum est déjà là, que Moussa a dit qu'il fallait vendre, Sacha a dit que Paris veut faire d'autres gros coups. Comment se positionner par rapport à tout ça sur la faisabilité de ce transfert en fait? Le problème, c'est que, comme l'a dit Mousse, oui, tu peux faire Paul Pogba, tu peux même rajouter encore 3, 4, 5 joueurs si tu as envie. À un moment donné, il va falloir vendre des joueurs au niveau argent et aussi au niveau groupe. Tu peux pas partir avec 30 joueurs de ce niveau-là. Donc, voilà. Après, sur Paul Pogba, on le sait, ça fait plusieurs saisons que ça revient. En ce moment, je crois que Leonardo et Raiola, ils habitent ensemble, donc je crois qu'ils peuvent discuter de ça tous les jours. Donc, c'est pas le problème. Non, moi, je vais donner mon avis sur Paul Pogba en tant que transfert. Voilà, sur le joueur. Voilà. Le joueur, rien à dire. Il a un profil que Paris n'a pas. Il a des qualités qui sont indéniables. Il n'y a pas de problème. Après, moi, je vais être clair, les doutes que je vais émettre, c'est la régularité. Voilà. Je veux dire, depuis qu'il a quitté la Juve à Manchester, moi, j'ai fait beaucoup de matchs de Manchester. J'ai aussi fait beaucoup de matchs de Manchester pour le club des 5. Donc, je crois que je suis bien placé pour en parler. Oui, il y a trois matchs où tu te dis, ah, il est revenu. Et puis, les 3 matchs suivants, tu te dis, ah ouais, il est reparti. Donc, la régularité, ça va être compliqué. Alors, les mecs qui se plaignent du manque de régularité de Neymar, de Verratti et tout, là, ça va être un de plus, vous allez être servi. Et la deuxième chose qui m'inquiète le plus, et malheureusement, il faut en tenir compte, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde quand ils entendent ça, mais un joueur de Paris avec son entourage, moi, racontez-moi ce que vous voulez, hein, ouais, Pogba, 28 ans, 29 ans, il a grandi, il a mûri. Écoutez, tout ça, c'est du blabla. L'environnement à Paris, il est très compliqué. Et quand tu reviens dans ta région d'enfance avec tes potes, machin, qui vont être au parc, qui vont être chez toi, qui vont être là tous les jours, c'est très compliqué. Voilà. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Encore une fois, ça ne voudra pas dire s'il vient, il va vous faire des grands matchs. Il n'y a pas de problème, il va le faire. Mais sur la régularité, à un moment donné, et tout ça, ça va jouer. Sur la rigueur et la discipline, ça va être violent. Hein. Voilà. Ça va être très violent. C'est très violent. Je suis pas d'accord. Alors, moi, je suis pas d'accord. Vas-y, Mousse. Alors, déjà, Pogba, c'est pas Ousmane Dembélé. C'est quelqu'un qui a une vie maritale, il est marié, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui ne boit pas, qui ne sort pas avec outrance, j'ai envie de te dire. Et sur l'aspect sérieux, etc. Alors oui, il peut faire la fête, Sacha, je vois ta tête, évidemment, mais ce que je veux dire il sort un peu quand même, hein. Moi, je oui, vu la vidéo là, il sort un peu. Hein. Bien sûr. Ça mais là, c'est les vacances. Ça rigole, VG Dream, tout ça, carré. Non, mais c'est les vacances. C'est les vacances, c'est normal. Il faut qu'il décompresse. Il est à Miami avec son ami Dybala. Tout va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il a quand même mûri ce joueur. Alors, c'est vrai, t'as raison, Yacine. Hein, le contexte parisien fait que, évidemment. Mais quand t'es célibataire, c'est le cas. Quand t'es marié, etc., je pense pas que madame va accepter que tous ses potes viennent squatter tous les soirs. Donc là-dessus, j'y crois pas trop. Après, il y a quand même le risque, t'as raison. Il y a quand même, il y a un risque là-dessus. Moi, je pense que Paul Pogba, c'est un joueur qui joue à l'affect. Quand il était à la Juve, il était régulier. C'est un très, très bon joueur. Et sans doute parce qu'il avait aussi la confiance de ses coachs. À Manchester, il y a eu le passage de Mourinho qui l'a complètement brisé, et même avec Solskjaer, t'as l'impression que ça se passe pas super bien, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de discussion en vue d'un renouvellement, même si la position de Manchester veut, les Mancuniens aimeraient qu'il prolonge, ne serait-ce que pour pouvoir le vendre plus cher, mais j'ai l'impression quand même que Paul Pogba, il a pas envie de continuer, de faire encore de souffrir encore une année supplémentaire, dans une équipe qui a pourtant un bon effectif, mais dont le jeu est très pauvre, je trouve, même s'il a réussi à avoir quelques résultats, Solskjaer, mais je pense qu'il prend pas de plaisir dans cette équipe. Et ce qui peut justement le faire venir, c'est ça. C'est de se dire, Paris est en train de faire un grand mercato, on va viser la Ligue des Champions. Bon, la Ligue 1 cette saison, je pense qu'avec du repos, etc., une vraie préparation, elle devrait pas nous échapper comme la saison dernière. Donc voilà, avec tous ces facteurs, moi je pense que c'est vraiment un joueur qui peut faire du bien, comme l'a dit Yacine, de par son profil. Et puis voilà, je pense que le peuple parisien n'est pas contre la venue de Pogba, surtout avec les quelques bons matchs qu'il avait fait avec l'équipe de France durant cet Euro, même si effectivement défensivement parfois il y avait
quelques lacunes et que tu as l'impression que parfois c'est un joueur nonchalant que je pourrais comparer par exemple à Rabiot sur le terrain. Mais en termes de technique, non, c'est quand même un très bon joueur. Moi, en tout cas, je serais ravi de le voir, mais encore une fois, il faut pas empiler les milieux de terrain. Il va falloir faire un tri. Et voilà, Leonardo a quand même beaucoup de travail. Quand on sait que c'est pas sa spécialité les ventes, ça va être très très difficile. Et dans les milieux de terrain, je pense que Pochettino va garder Idrissa Gueye parce que c'est pareil, c'est un profil unique au milieu de terrain, un travailleur, ce que ne sont pas les trois autres. Donc ça se jouera entre Herrera et peut-être même Herrera et Paredes, même si Paredes est très important dans le vestiaire, notamment vis-à-vis de Neymar, avec qui il s'entend très bien. Sacha, j'ai relevé une interview de Mino Raiola donnée en décembre dernier au journal italien Tuttosport, où il expliquait clairement qu'entre Paul Pogba et Manchester United, l'histoire était finie. On remonte déjà à décembre dernier. Il faut parler, cite Mino Raiola, il faut parler clairement. Paul est malheureux à Manchester United, il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans 1 an et demi à l'été 2022. Mais la meilleure solution pour moi serait qu'il soit trouvé au prochain mercato d'été. Est-ce que tu es sur la même sensibilité? Est-ce que tu entends, tu as des échos? Premièrement, on va dire que Raiola, quand il est dans la communication comme ça, il prend un petit peu la place de son joueur. Je sais que ça a tendance à énerver Paul Pogba, qui a parfois réfléchi aussi à changer d'agent, ça peut te le dire. Donc il y a eu une réflexion aussi par ça, parce qu'à un moment donné ça a agacé. Plus Pogba et Raiola ont un vrai impact personnel, mais le problème c'est que Raiola est tellement puissant dans le marché que c'est compliqué de s'en séparer. Mais c'est vrai que son entourage à un moment donné lui a aussi dit bon, commence à me casser un peu les bonbons celui-là, tu vois, vraiment. Il prend un peu trop de place en fait, surtout que Pogba est quelqu'un déjà d'un personnage assez grandiloquent, important, avec une famille africaine derrière qui a aussi son ego et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, sur l'idée du fait qu'il soit malheureux à Manchester United, dans le jeu, en tout cas, à un moment donné, ça a pu se comprendre. En effet, je suis pas complètement en désaccord avec ce qu'il a dit, mais c'est évident que Paul Pogba reste un joueur qui a besoin, en tout cas, ou d'espace et de liberté et de compréhension dans ce jeu de cette liberté, ou alors, je dirais, d'une communication ou en tout cas d'un management individualisé. C'est pas un joueur que tu gères comme les autres, quoi. C'est vraiment quelqu'un que tu considères comme particulier et que tu englobes voilà, d'une certaine manière. Et le problème de Manchester United, c'est que parfois c'était censé être un joueur d'équipe qui fait une différence en tant que robot. Mourinho, il a fait cette erreur-là aussi. Il voulait qu'il soit un joueur avec du rendement, rentable au niveau d'un milieu de terrain, etc. Sauf que Pogba, c'est pas ça du tout. Alors, c'est que personne n'a compris Pogba à Manchester United. Pogba, c'est un joueur, tu lui dis, écoute, tu fais la différence, viens, t'es dans le milieu de terrain, électron libre, et derrière, tu dois avoir un système qui s'adapte à lui, comme par exemple en équipe de France, ça avait été le cas, et ça avait plutôt réussi, parce que c'est un joueur génial, et qu'il est capable de trouver des lignes de passe que personne ne peut trouver. Voilà, il faut savoir s'adapter à ça. Donc c'est une prise de conséquence, et le Paris Saint-Germain doit absolument pouvoir s'adapter à ça. Est-ce que Pochettino va pouvoir adapter un joueur aussi anarchique à son système, qui est quand même un système relativement régulé, relativement aussi... je dirais, il y a des espaces de liberté dans le système tactique de Pochettino, mais situé plutôt offensivement que dans le milieu de terrain, où il y a un vrai travail et un besoin d'abattage. Et donc, est-ce que tu peux t'adapter au niveau tactique, au niveau du football à ça? Ça reste un point d'interrogation et je n'ai aucune réponse au moment où je te parle. C'est vrai que non, mais il y a deux facettes dont on parlait, Sacha, c'est qu'il faut que l'équipe joue pour lui, on l'a vu comme en équipe de France, et que souvent dans son repli défensif, il a un peu de mal. Sachant qu'on a beaucoup critiqué cette année, notamment au Paris Saint-Germain, le manque de repli défensif de certains, du fait que l'équipe n'était pas concernée à 100%, que des fois il y a des joueurs qui étaient qui jouent un peu leur partition tout seuls. Est-ce que tu penses que Pogba, tu vas me compléter avec ce que tu voulais dire, mais Pogba peut s'inscrire dans ce schéma-là, sachant que tu as déjà un peu un Wijnaldum qui va jouer un peu ce rôle de relayeur, à voir aussi dans le système tu joueras évidemment. Et une chose aussi que j'aimerais rajouter, si tu joues avec Ramos, il est évident que tu vas pas te séparer de ni Kimpembe ni Marquinhos, donc tu vas jouer un système à 3. Dans le milieu de terrain, tu vas avoir besoin de travail, de travailleurs, de joueurs qui tactiquement sont aussi extrêmement rigoureux, qui vont devoir faire des efforts extraordinaires pour derrière pouvoir compenser le travail de tes offensifs qui défensivement sera assez faible. Ça, tout le monde le sait, ça a toujours été le cas au PSG. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir faire en sorte que ça ne devienne pas un défaut plutôt qu'une qualité? Si tu joues à 3 derrière et qu'à droite tu as Hakimi, à gauche tu auras certainement Bernat ou Kurzawa, dans ce milieu de terrain tu dois avoir des travailleurs et pas des gens à qui tu laisses justement le travail d'électron libre ou quoi. Tu vas avoir des joueurs qui tactiquement seront disciplinés et vont devoir te proposer une cohérence, c'est tout.
Non, effectivement, ça va être enfin, si effectivement Pogba arrive cet été au PSG, ça va être un véritable casse-tête pour Pochettino, parce que tu joues en 3-4-3 ou en 4-2-3-1, etc. Je sais pas comment tu vas pouvoir faire jouer tout ce beau monde. C'est-à-dire que si tu mets que des milieux joueurs, c'est bien. Ok, donc les attaquants auront peut-être un peu plus de ballons si tu as Wijnaldum, Verratti, Pogba, mais il te manquera un élément comme Gay qui lui plutôt là pour ratisser des ballons, essayer de gratter des ballons, comme Pogba le fait, comme Kanté le fait en équipe de France. Et c'est là c'est là que ça va être vraiment difficile. Et juste pour finir là-dessus. Pogba, malgré tout, même s'il lui reste un an de contrat, les Mancunians en voudront entre 60 et 80 millions. Ce qui est une somme énorme, malgré tout. Et c'est une somme que tu pourras pas mettre, par exemple, pour trouver un concurrent à Juan Bernat, dont on n'a pas encore de certitude, même si, a priori, c'est fini et qui va pouvoir reprendre l'entraînement et avoir une vraie préparation avec le PSG. Mais c'est un joueur qui reste fragile. Et on a vu cette saison, lors de son absence, qu'on a pu compter ni sur Baker, même s'il a fait ce qu'il pouvait, c'est un jeune joueur, et surtout sur Kurzawa, que tu as prolongé 4 années. Donc, il serait aussi urgent de s'occuper des départs de Baker et de Kurzawa pour pouvoir avoir un vrai concurrent valable et qui va pouvoir tenir sur la durée en cas de perte de Juan Bernat. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire de mettre beaucoup d'argent sur des noms et que tu ne privilégies pas quand même le côté défensif pour sécuriser un peu. Pareil pour Hakimi. Hakimi, il va être titulaire indiscutable, mais voilà, t'as qui à droite? T'as Kerrer qui est bon, donc on ne sait pas vraiment ce qui va devenir, et Dagba qui a fait quelques bons matchs cette saison, mais pareil quoi, quand tu vises, quand t'as un club comme le PSG, il faut essayer d'avoir une doublure à Hakimi qui est un peu d'un niveau un peu supérieur à celui de Dagba sans lui manquer de respect. Donc moi, c'est cet aspect-là qui m'inquiète dans ce mercato, où t'as l'impression que c'est mercato champagne, mercato XXL pour faire oublier l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions et la perte du titre. Et c'est souvent comme ça que le PSG fait. C'est un PSG en réaction pour vous dire, voilà, l'année dernière, on a fait de la merde. Cette année, on va mettre les moyens. Mais encore une fois, additionner les noms, je ne sais pas si ça fonctionne, en tout cas avec le Paris Saint-Germain. Yacine, sur Kurzawa. Non, je rigole. Dis-moi ce que tu veux dire. Je vais faire court. La première chose, c'est donc Pochettino, il va devoir s'adapter à Pogba, à Mbappé, à Neymar. Ça va devenir compliqué de faire une équipe maintenant. En plus, Yacine, tu vois, il y a des rumeurs qui disent que comme quoi Pogba n'aurait pas apprécié l'attitude d'Mbappé lors de cet Euro parce qu'il a volé la vedette. Lui et Benzema ont volé la vedette à son ami Griezmann. Donc voilà, je sais pas si c'est vrai, mais beaucoup de médias l'ont sorti. Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi, tu vois. Voilà. Donc déjà il y a ça. La deuxième chose, c'est juste l'histoire du repli défensif. Le problème, c'est encore une fois sur la durée. Je veux juste qu'on comprenne une chose sur l'équipe de France. J'en ai parlé dans un papier bilan qu'on a fait sur le site. L'équipe de France, elle a été championne du monde en 2018. Je répète ce que je dis à chaque fois. Les joueurs, ils sont capables de se faire mal, de souffrir et de se sacrifier tant qu'ils n'ont pas gagné de titre. Après un titre de champion du monde, en fait, Pogba ne pouvait plus jouer ce football restrictif. Vous reprenez tous les matchs d'équipe de France à l'Euro. En fait, Pogba joue un autre football. Il veut le ballon, il veut jouer plus haut, pendant qu'une autre partie de l'équipe décide de subir et d'être plus bas. C'est ce qui a donné un bloc éclaté de l'équipe de France, donc plus de bloc équipe. Pogba est capable de le faire, je pense, de se replier, mais effectivement, il ne va pas le faire sur 50 matchs dans la saison, il ne va pas le faire 50 matchs. Il va peut-être le faire 3 fois dans les très gros matchs. Donc, je ne pense pas que ce soit réellement ça le problème, ça va être plus, si tu le prends lui, encore, comment tu vas animer tout ça. Voilà, et ça, c'est un vrai problème. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler parce que, évidemment, les informations vont continuer à circuler du côté du mercato parisien. Sacha, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter sur le mercato du Paris Saint-Germain dis-moi. Je pense qu'on n'est pas du tout au bout de nos surprises, que le dossier Mbappé va être un dossier haletant et qu'on va évidemment pouvoir en parler pendant des semaines et des semaines, et qu'il est évident que Leonardo va jouer de toute son influence pour que le PSG et surtout son identité, puisque vous connaissez l'ego de Leonardo, puisse à un moment donné s'y retrouver un petit peu gagnant. Donc vous verrez, à mon avis, pas mal de communication ou de papier commandé, etc. Enfin, vous savez comment fonctionne Leonardo, c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Voilà, je pense que Leonardo va, à mon avis, même si le PSG est perdant, alors que la Drache arrive ici en Belgique en direct, même si Leonardo est perdant sur le dossier Mbappé, vous allez voir qu'il va remettre son ego et sa personnalité sur le devant, vous le verrez. D'ailleurs, ce que tu dis sur le... C'est la pluie, on est d'accord, hein, Sacha.
La drache, oui, c'est le mot pour dire la pluie, évidemment, en Belgique, et l'orage qui commence à tonner. Ce que tu disais sur Leonardo et les commandes d'articles, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a eu un tweet Moi, de j'ai rien dit, je te promets, j'ai rien dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je connais bien cette histoire, ne t'inquiète pas. Et d'ailleurs, il y a eu un tweet de Di Marzio qui a encensé Leonardo et moi, ça m'a fait rire parce que je sais comment ça fonctionne. Donc, ça m'a fait beaucoup rire ce tweet de Di Marzio qui dit le génie oui, tactique, voilà, le génie, le directeur sportif qui est fait pour le PSG, etc. Je dis pas que c'est pas le cas, mais ouais, je l'ai vu venir gros comme une maison et ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le roi des menteurs. Le roi des menteurs. Et je voulais aussi te remercier, Sacha. Vraiment, je le dis parce que t'es un mec, voilà, t'es vraiment un mec très, très, très sympa que j'apprécie beaucoup et qu'à chaque fois qu'on te demande de venir, tu le fais toujours avec plaisir. T'es un des rares journalistes à ne pas se la raconter, à péter plus haut que ton cul. Je le dis comme ça parce que j'en ai croisé beaucoup depuis que j'ai créé le site Paris United. Et vraiment, je tenais à te remercier parce que voilà, t'as toujours des bonnes analyses, tu viens avec le sourire, tu fais pas de chichi. Merci beaucoup, Sacha. Voilà. On est ensemble, mon frérot. Et c'était ma petite déclaration d'amour. Merci, Sacha. De l'amour, c'est le plus important. C'est la famille, Sacha, c'est la famille. Il revient. Et évidemment, tu reviens quand tu veux, Sacha. J'espère qu'on te reverra cette année dans le podcast avec grand plaisir pour parler. Avec plaisir partagé, en tout cas. Il faut que je sois utile. En fait, le tout est que je puisse apporter quelque chose d'utile. Être là pour être là, c'est intéressant pour personne. Si je peux vous apporter quelque chose, alors c'est un plaisir. Voilà, là aujourd'hui, tu nous as bien aidé sur la Belgique quand même, hein, même sur il y a Monsieur Amened, moi je parle sur le contrôle de Monsieur Amened. Hein, Monsieur Amened. Quel honneur. Alors là, tu nous as apporté évidemment beaucoup de très bonnes analyses sur la Belgique et je te remercie une nouvelle fois, Sacha, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Mousse, merci Yacine d'avoir été avec moi pendant ce 121e numéro du podcast Enjeu Capital. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro pour décrypter ces demi-finales de l'Euro. Italie-Espagne donc et Angleterre-Danemark, ça va jouer. Il va y avoir des buts, il va y avoir des situations, il va y avoir du jeu et c'est tout ce qu'on aime dans le football. Merci à tous et bonne journée. Ciao. Ciao. Ciao.